Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc, bien sûr, le cours est dédié à l'Ilou Nishmata de ma femme Nathalie Kamrabat Saada. Est-ce que vous voulez rajouter des personnes décédées? Alors, bref, fois chez les mains, Yehudi Batrana, Yitzhak Ben Messaouda, Kamuna Bat Gisèle, Amen. Zara Bat Turkia, Moshe Bat Kamia, Rivka Batiren, Ilan, Selem Ben Shoshana, Anna Bat Atou Michel, Ariel Ben Gabriel, Frank Ben Désir Rachel. Comment il s'appelle? Shalom Yehuda Ben Tamou. Maïcha Batzouza, tout l'hôpital Adassa du coup. Et Amavdil Ben Chamimetim, le Nishmat, Rivka Bat Miriam, Kachem aime sa Nishama parmi les tzadikim d'Israël. Alors, la vérité, je ne me rappelle pas si je l'ai fait ici. Bon, si vous le réécoutez, c'est pas très grave. Moi-même, j'assiste à tous mes cours. Il y a un midrash incroyable. Ah, j'ai oublié d'allumer celui-là du coup. Donc, il y a un midrash extraordinaire. Il dit comme ça, hein, quand c'est marqué dans le pasuk Lama, Tomar Yaakov Nistera Darki Mi Hashem. Pourquoi est-ce que tu dis Yaakov Nistera Darki Mi Hashem? Il est caché mon chemin de Dieu. Le midrash il dit Me'olam lo amar Yaakov davar batel et lakan. Jamais Abraham, il a dit une parole inutile, ouais, plus inutile que ce jour-là où il a dit ça. Pourquoi? Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, Ani asuk le'amlich et beno, moi je suis occupé à rendre son fils roi. Ve'u Omer, et lui il dit, Lama reotali, Mariatemli, pourquoi vous m'avez fait du mal? Chez Nehemar, comme c'est marqué, Lama tomar Yaakov, nistera darki mi Hachem. Pourquoi il dit Yaakov, il est caché mon chemin d'Hachem? De quoi? De quelles circonstances on parle? Les frères de Yaakov, vous savez, ils ont vendu le frère. Ils ont vendu Yosef. Et ils ont fait croire que Yosef était mort. Ils ont pris un mouton, ils l'ont abattu. Ils ont trempé la tunique, qui était unique, d'accord, de Yosef, et ils l'ont ramené devant leur père. Ils ont dit à Kerna, il reconnaît. Ils n'ont pas dit il est mort, on n'a pas dit on l'a tué. Il dit voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé la tunique ensanglantée. Et Yaakov, quand il a vu ça, maintenant lui, Yosef, c'était la suite. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Eloké Yosef. Yosef, c'était la suite. C'est lui qui allait transmettre la Torah, c'est lui qui allait être le prochain des Havot. Et c'est à lui qu'il a enseigné toute la Torah. Et voilà que maintenant, il est mort. Quand il a vu ça, Yaakov, il s'est désespéré. Il était très triste. Et il a dit cette phrase très très dure. Il a dit Lama Nistera Darki Mi Hashem. Nistera, c'est un langage connu, c'est le Leicester. Ouais. Esther Panim. Ça veut dire que quand Hachem, il nous amène sa bracha, qui c'est marqué dans la bracha de Birkat Kohanim, qui Issa Panav Elecha. Ouais, quand il tourne sa face vers toi. Par contre, le contraire, Chazvé Shalom, c'est Esther Panim. C'est-à-dire qu'Hachem, il détourne son visage. À Mavdil, c'est comme si un enfant, il a fait une très grosse bêtise. Et le père, il dit à son fils, je veux plus te voir. Il dit à la mère, fais-le sortir. Il rentre plus à la maison. C'est terminé, je veux plus le voir. Je veux plus voir son visage. Alors le fils, il dit, papa, mets-moi une tannée, insulte-moi, maudis-moi, mais regarde-moi. Non. C'est que le visage, on a compris, c'est que quand le regard il est porté sur, ça dirige la bracha. Et malheureusement, quand il détourne la tête, c'est 6 millions de morts. C'est ça, Esther Panim. Ouais. Ça, on dit la Esther. La Esther. Ouais. En réalité, la Esther, c'est Allah Esther. Dieu se cache. Quand Dieu se cache, ça veut dire la bracha, elle n'est plus là. On est obligé de traduire aujourd'hui les mots en arabe parce que pour préparer à la France de demain. Donc, enfin, c'est pas Zemmour qui l'a dit, mais bon. Alors, c'est très intéressant que quand, encore une fois, on a ramené la tunique, qu'est-ce qui, d'un seul coup, Yaakov, il s'est désespéré. Il est devenu triste. Il est devenu tellement triste que
les commentaires, il dit, mais je comprends pas. Yaakov, c'était un prophète. Comment ça se fait qu'il n'a pas su que son fils était vivant pendant 22 ans? Il dit, pourquoi? Parce que quand quelqu'un est triste, il perd la névoie. Il perd la capacité de... Il y a de la place là, il y a de la place ici. Ouais. Il perd la capacité d'avoir la prophétie. Donc, parce que Yaakov était triste, alors il n'a pas su que Yosef était vivant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi Haïm Akadosh, il dit, mais je ne comprends pas, ils lui ont amené la tunique ensanglantée. Ok. Mais il y a un commentaire d'un Rav qui est devenu célèbre ensuite, parce qu'ils ont consacré une série, s'appelait le Rav Colombo. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Le Rav Colombo, il pose la question, ok, mais où il est le cadavre? On amène la tunique en sang. Tu n'as pas vu le cadavre? Comment tu sais qu'il est mort? Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, d'un seul coup, il s'est désespéré, il a pleuré, mais il n'a pas vu le cadavre? Pas de cadavre, pas de meurtre. Ouais. Alors, c'est le roi Haïm, déjà, il pose la question. Ouais. Parce que quand il a dit une bête sauvage l'a emporté, parce que normalement, quand un lion il attaque, le Aleno, Simsileno, bah, il reste une main, il reste la tête. Il ne peut pas ne rien avoir. Donc ça veut dire que la bête, elle l'a tué sur place, après elle l'a emmené dans son terrier, là-bas elle l'a mangé. Ouais. C'est pas possible qu'il n'y a plus rien. En plus, il laisse la tunique. Ça veut dire en plus, l'animal, il déshabille avant de tuer. C'est un animal déjà bien sophistiqué. Non. Yaakov, dès qu'il a vu la tunique en sang, il a dit, ça y est, mon fils est mort. Ouais. Et à ce moment-là, il a dit, Lama disnera Darki, mais Hachem. Maintenant, c'est quoi Darki? C'est quoi Darki? C'est pas le masculin de Darka, ça n'a rien à voir. Darki, c'est mon chemin. Ouais. C'est quoi mon chemin? C'est quoi un derer? Un derer, en fait, c'est une trajectoire virtuelle. Chacun d'entre nous, il a un derer. Selon ton éducation, selon ta sensibilité, selon ton intelligence, tu vas tracer ton chemin, tu vas faire ton choix. Ouais. Et le derer, en fin de compte, c'est la projection de ta pensée dans la réalité. Donc, en fait, ta vie, avant d'être réalisée, elle est d'abord projetée, elle est déjà fabriquée dans ta tête. Ouais, parce qu'on dit Bederer chez Rotse la lechet ba molirinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller. Donc tu fabriques d'abord ton chemin dans ta tête, ça s'appelle un projet de vie, ça s'appelle une feuille de route, ça s'appelle un business plan, ça s'appelle une projection de ton mariage, ça s'appelle un projet d'éducation, mais il y a toujours une théorie avant qui va être ensuite réalisée dans la réalité. Et bien cette théorie-là, elle s'appelle Derer. Ça va? Maintenant, lui il vient et dit Nistera Darki, mi Hachem. C'est-à-dire que mon chemin, ma trajectoire de vie, qui a priori était extraordinaire, parce que j'ai un fils, c'est un génie, il est très chacham, il est très beau, il est extraordinaire, il a la shrina, il a la présence divine, et à lui, je lui enseigne la Torah, et à partir de lui, eh ben, Bezrat Hashem, on va construire le Ham Israël, et tom, c'est fini. C'est terminé, il est mort. D'accord? C'est dans la trajectoire qui était toute trouvée, qui était fabriquée, qui était prête, qui était extraordinaire, qui était magnifique. Treha. Et en vérité, dans la vie, c'est comme ça. Tu as fait un super plan sur un projet immobilier, au dernier moment, la banque, elle refuse. Ouais, tu as fait une association de folie pour un gros business. Au dernier moment, le mec, il ne suit plus. La belle-sœur, elle dit non, j'aime pas sa tronche. Le chinois, il refuse le deal. Le dollar, il augmente de 30%. La matière plastique, à cause de l'Ukraine, elle a doublé le prix. Donc ça veut dire quoi? C'est que nous, on projette, nous, on rêve, nous, on fait des calculs, et le bon Dieu, il a un autre projet. Quand j'ai perdu ma femme, quelqu'un m'avait dit ce Dvar Torah que Rav Moshe Shapira il avait dit. Il a dit le mot Nechama, en hébreu, il veut dire consolation. D'accord? Mais si vous regardez dans la Torah, quand c'est marqué Vaïnachem Hashem, c'est dans Noach, Bereshit, à la fin de Bereshit, avant que Hashem il décide de la destruction du monde avec le Maboul, c'est marqué Vaïnachem Hashem. Hashem, il a regretté d'avoir créé l'homme, et donc il a décidé d'en finir avec lui. Une autre fois, c'est marqué dans Parashat Béchalach, quand le Bnei Israël devait sortir d'Égypte. Alors, Hachem, il a dit, si je les fais sortir le chemin le plus court, ils vont rencontrer les Pélishtim,
ils vont se décourager. Dès qu'on sort, c'est la guerre. Hop, ils vont retourner en Égypte. Donc il a dit, Vainachem Hashem, Hashem les a orientés sur un autre chemin. Donc tu vois que le mot, la racine, donc Nechama, les Nachem, en vérité, ça veut dire changement. Ouais. Donc comment tu peux dire qu'en même temps, la Nechama, ça veut dire changement, et en même temps, la Nechama, ça veut dire consolation. Alors, Moshe Shapiro, il avait dit un ridouche de folie. Vraiment, c'est un ridouche de folie. C'est qu'encore une fois, nous, dans la vie, on fait des plans. Tu vois, l'enfant, si Dieu veut, il va être un Rosh Yeshiva. Bon, il est pizzaiolo. Celui-là, tu avais tout fait pour qu'il soit docteur. Lui, le grand, les trucs, les cours particuliers. T'as qu'il est devenu Rosh Kollel, la honte de la famille. Ouais. Ça veut dire qu'on fait des plans dans la vie. On fait des plans. Ouais. Et Hachem, il change. Moi, je devais faire la lia l'année prochaine. Bon, ma femme, elle est partie. Ça change. Maintenant, la logique, c'est que pourquoi est-ce que pourquoi Nechama, ça veut dire changement et ça veut dire consolation. Écoutez bien, c'est un grand ridouche qui va vous faire gagner au moins 10 ans d'exomile. Quand tu acceptes le changement, il y a la Nechama. Vous me suivez ou non? Quand tu acceptes le changement, l'enfant, il n'est pas comme tu voulais. Ta femme, c'est pas exactement... Bon, ton mari, ouais, le business, la santé, le rave. Il y a des changements dans la vie. Il y a des changements, il y a des virages. Demandez à Ayrton Senna, il en a raté qu'un. Ouais. C'est ça la vie, il y a des changements. Alors il y a des gens, ils comprennent pas. Ils disent non, pourquoi, pour qui, pourquoi. Mais ça sert à rien. Tout le temps que tu passes à te dire pourquoi, ça ne sert à rien. Et ça va te rendre malade. Baba Léazar, il disait sur le marlama, interdit de dire pourquoi. Tu dis, quand on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit. Tu as le droit de roter, tu as le droit de péter. Mais ça ne sert à rien de dire pourquoi. Ça te sert à quoi? Ouais, il y a des gens comme ça. Ouais, pourquoi il est parti? Pourquoi lui? Pourquoi moi j'ai besoin de comprendre. Mais si tu vas comprendre, déjà ta belle-mère, tu la comprends pas. Tu espères comprendre le bon Dieu. Non, et des gens sont bizarres. Ils sont pas raisonnables. Ouais. Et à force de se dire lama, tu vas tomber malade. C'est un syndrome qui s'appelle Serge. Serge Lama. C'est très rare que j'explique les blagues. Hein. Non, on touche le fond là. Ah, quand même Serge Lama. Quand même. Je suis malade, non? Ça vous dit rien? Ah, c'est bien. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en vérité, Lama, ça rend malade. Les gens se rendent malades. Je comprends pas pourquoi, je comprends pas. Eh bien, il l'a fait la bêtise. Voilà, la voisine, c'était une folle. Bon, elle était excitée, elle était déjà mal habillée. Un jour, ton mari s'est trompé d'étage et il a veillé ce qu'il avait. Ouais, maintenant, tu vois, il s'excuse, il pleure, il se coupe un doigt. Enfin, finalement, tu acceptes. Bon, c'est le père de mes enfants, je l'aime, c'est lié de ses raras, et c'était un coup de folie, il avait trop bu, il était mal dans sa tête. Mais quand même, tu te demandes, oui, mais pourquoi? Pourquoi quoi? À mes parents, quand je disais pourquoi, ils me disaient l'article quoi? Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas. Tu dis, mais quand même, c'est dur. Raoudon Colo, cousin de Marco Polo. Ouais. Il n'y a pas, ton enfant, il est comme ça. Ah, mais le petit Cohen, il réussit du premier coup. Qui s'étouffe, le petit Cohen, que je te dise. Celui-là, il est né pour rendre jaloux les autres. C'est comme ça. Non, ça veut dire toi, ton fils, c'est ton fils. Et c'est ton fils. Ah, tu dis oui, mais j'aurais voulu, j'aurais cru, j'aurais pensé, j'aurais espéré, j'aurais souhaité. On s'en contre-tape. Il y a une réalité, c'est ta réalité. Ouais, c'est ton corps. Ta copine, elle mange 9 pizzas, elle maigrit. Tu prends un yaourt, tu prends 4 kilos. Le monde est mal fait. C'est la dictature de la thyroïde, ça s'appelle. D'accord? C'est comme ça, c'est ton corps. Alors quoi, toute ma vie, je vais être obligé d'être au régime? Non, tu peux être tabosa et être heureuse aussi. L'hégémonie géographique, d'accord? C'est un très gros en fait, problème. Mais l'idée, c'est ça. C'est que une personne, dans sa vie, elle va faire des projets. On est obligé, parce qu'on fait des prévisionnels, on fait des engagements, on prend des crédits, on veut avancer, on veut changer, on veut projeter. Et bon Dieu, il change. Peut-être que la vie, elle change. Tu peux accepter, tu peux refuser. Mais sache que tu refuses.
ça fait une plaie. Et la plaie, tant que tu ne l'acceptes pas, elle ne cicatrise pas. C'est-à-dire que le mec, ça fait 10 ans, il n'a toujours pas fait le deuil de son père. Moi, j'ai connu des gens, ils ont perdu un bébé. Bon, mais aussi le premier, il est parti. Ben, des gens, 20 ans après, oui, c'est de ta faute, c'est à cause de toi, parce que tu n'es pas de sa noix, parce que tu trucs, parce que tu n'as pas fait attention, parce que tu n'es pas resté à côté, parce que tu n'as pas dormi à côté. Écoute, ça y est, il est mort. Il est mort. Bon, il est parti. C'est la mort du nourrisson. Personne ne l'a tué, on ne l'a pas étouffé, on n'a pas oublié un oreiller, il n'a pas avalé de travers le biberon, il ne s'est pas réveillé. D'accord? Maintenant, quand les gens, ils n'acceptent pas, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas, on dit en français, de faire le deuil. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur remma, il la transpose chez l'autre. Il faut un transfert de remma. Ça crée une maladie d'ailleurs très connue qui s'appelle le rhumatisme. C'est tellement répandu qu'ils ont été obligés de créer des magasins pour ça. Récorama. Décorama. C'est tous les gens qui ont une ramma, ils ont un magasin pour ça. Ils y vont. Ah, j'ai une ramma avec un tuyau. Monsieur, vous êtes le bienvenu. On va s'occuper de votre ramma. Ouais. On est obligé de créer un journal. Télé-ramma, c'est connu. Ouais. Tellement il y a des gens qui ont la ramma. Rabotaille, la ramma, au fond, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais c'est plus fort que moi. Et bien, ça fait de la peine. Et puis, je suis triste. Et c'est difficile. Moi, souvent, les gens me disent, mais vous faites jamais la gueule. Je dis, la vérité, j'ai pas le temps. Alors, ils ne comprennent pas. Pourquoi il faut du temps pour faire la gueule? Bah oui. Parce que, je vais vous donner une phrase de Ben Chetrit. La tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Il y a une douleur et l'objectif, tu as pris une baffe. Bon, ton fils, il a divorcé. Bon, tu as perdu 100 000 euros. Bon, maintenant tu peux t'angoisser 1 heure ou t'angoisser 10 ans, c'est comme tu veux. Le problème, c'est que la douleur, c'est comme un gaz. Plus tu lui donnes du volume, plus il s'étale. Et le monde intérieur, il est infini. C'est pour ça qu'il faut exprimer ton problème. Pourquoi il faut parler? Ouais. Pourquoi il faut faire une thérapie post-traumatique, des fois pré-traumatique? Ouais. Il faut que ça sorte, il faut que tu le dises. Pourquoi? Parce que quand tu parles, tu commences à parler. Et quand tu commences, un jour tu vas t'arrêter. Vous me suivez ou non? Comme les gens qui me disent que j'ai subi des choses très très graves quand j'étais jeune. Je préfère ne pas en parler, c'est quelqu'un de la famille, ça s'est passé de tel âge à tel âge, il m'a touché à tel endroit. Je dis, bah alors, on va en parler alors. Bon, alors, mais je ne peux pas parler. Je vais mourir, je suis étouffé. Je dis, bah, puisque vous n'avez pas parlé, écrivez. Elle me dit, mais ça serait trop long. J'offre la première ramette. Qu'est-ce que tu vas écrire? 4 volumes d'Harry Potter, qu'est-ce que tu vas marquer? Regarde, en une phrase, entre l'âge de 8 ans et 12 ans, mon cousin m'a touché. Ça y est, t'as fini. L'histoire, elle est écrite. Ouais, qu'est-ce que tu vas rajouter? Le décor, le papier peint, l'ambiance, le coucher de soleil, le regard de ma cousine. Tout ça, c'est de la littérature. La vérité, il y a un problème et tu vas l'expulser, tu vas te vider. C'est ça le principe du vidouille. C'est ça le vidouille. C'est vidouillez-vous. C'est-à-dire que quand tu gardes le Yetzara en toi, il te pourrit à l'intérieur. Ouais. Mais quand tu l'expulses, alors ça crée de la projection, et la projection, c'est le début de la solution. Parce que d'abord tu reconnais, et après tu prends du recul, après tu analyses, après tu vois la différence entre le pourri qui a fauté et toi, et tu vois que tu n'es pas ce gars-là, et que tu as été pris par des circonstances, et que tu as été pris par ton immaturité, et donc tu commences à régler ton problème. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est le recul de maturité que tu as sur un événement que tu as subi par immaturité. Ça va? Alors celui qui ne veut pas grandir, il va rester avec sa culpabilité. Et comme il se sent coupable, donc qu'est-ce qu'il fait? Il accuse les autres, il accuse la religion, il accuse le bon Dieu. Ouais. Simplement parce qu'il n'arrive pas à accepter son erreur à lui. Ouais, non? C'est bisexe, les avérotes. Ouais. Donc l'idée c'est quoi? C'est que dans la vie, on aura des événements magnifiques et on aura des horreurs. On aura des bons moments et on aura des mauvais moments. Et des fois il fait beau, et des fois il pleut, et des fois tu gagnes, et des fois tu perds. Oui. Ben, c'est comme ça. Des fois l'enfant il est extraordinaire, et des fois il est nul. Tu dis mais pourquoi? Non, mais ça sert à rien, tout ce temps-là que tu passes. Vous savez,
Il y a un grand chef cuisinier français, il avait dit avec une goutte de jaune d'œuf, on peut faire une mayonnaise de 1 mètre. Il suffit de battre. Donc quand tu te surprends toi-même à battre la mayonnaise, d'accord? C'est pas évident, j'en souffre trop, c'est difficile, personne ne comprend, personne ne m'aime. Même mon psy, il est d'accord. Mais tu lui as payé une piscine, Baba, il va pas te dire. Il attaque la villa grâce à toi, d'accord? Donc, c'est normal. Non, prends des gens qui vont t'expliquer clairement, en te donnant 5 ou 10 raisons, qu'en fait, c'est un faux problème. Mais encore une fois, c'est pas évident. Parce que là, il y a un certain confort, et dans confort, il y a fort, à l'état de victime. C'est confortable. Parce que la vie, c'est un mouvement. Ouais. Même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Mais la Torah l'avait déjà dit, Adam Oler, l'homme il va, Bechukotai Telechu, dans mes lois vous irez. C'est-à-dire que l'homme, c'est un mouvement. La vie, c'est un mouvement. La naissance, c'est un mouvement. Tout est en mouvement. Ouais. Les cellules, les pellicules sur la tête de Maurice, le bois, il travaille. Quand vous achetez un meuble chez Ikea, ouais, vous le montez, c'est marqué dessus. Dans 6 mois, il faut revisser. Parce que le bois est vivant. Donc, il faut revisser. Ouais. Comme le shalom bayit chez les Marocains, il faut revisser. Parce que la femme, elle est vivante, elle bouge. C'est une image, on sait que la réalité est bien pire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Chut, restez calme. Ça veut dire que, en fait, il faut accepter que la réalité, c'est la réalité, mais que cette réalité, encore une fois, pour avancer, on est obligé de projeter, parce que les Anolad, donc il faut avoir toujours 2, 3, 4 coups d'avance. Il faut projeter en immobilier, il faut projeter en essence, il faut projeter en crinour. Tu vois, l'enfant, il est comme ça, donc je vois qu'il est sensible, donc il va falloir que je l'arme. Ouais, je vois qu'il n'a pas confiance en lui, donc il va falloir que je l'arme au niveau de la confiance en soi. L'autre, il a trop confiance en lui, alors qu'il n'est pas construit. Donc c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une carapace. La carapace, elle empêche d'avoir le lien avec la réalité. Donc je sais que plus tard, il aura des problèmes de communication avec sa femme. Donc aujourd'hui, il faut lui apprendre à casser la carapace, de se mettre en situation de confiance. Ça veut dire que toute la vie, en fait, on fait des calculs. Ouais, tu vois que ce gars, c'est un bon vendeur. Vas-y, fais-le travailler. Ah non, pour qui il se prend, Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Il fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par semaine. Ouais. Ah ouais, mais il se prend pour le patron, Mais non, c'est toi qui es complexé, Gabriel. Moi, j'avais un cousin, il avait un petit vendeur gentil comme ça, de 20 ans, mais c'était un fou. C'était un malade. Donc à l'époque, il faisait des composants électroniques, tout ça, des cartes mémoire et tout. Et le mec, il amenait des commandes 100 000, 200 000, 400 000 pièces. Alors lui, il a dit, écoute, en plus à l'époque, les marges étaient tellement fines, parce que ça changeait tout le temps, ça fluctuait. Le temps de faire fabriquer les cartes, elles baissaient de 50%, c'est la folie. Il a dit, écoute, on va se passer de ton partenariat. C'est trop dangereux pour nous. Ouais, le mec, c'est une fusée. Il dit, non, c'est trop. Nous, on est une petite PME. Le mec, il est parti. Bon. Il a fait Cyborg, là. Le patron, là. Je sais pas si vous n'avez pas connu. Ouais, les ordinateurs. Il a fait une pub à la télé pour vendre l'ordinateur. C'est un mec, il a fait des milliards et des milliards. C'est une voiture de course. Tu ne peux pas t'en servir pour acheter le pain. Maintenant, ça peut effrayer certaines personnes. Moi, j'ai des copains aussi, ils sont tellement diplômés que quand ils arrivent pour une boîte, le mec, il dit, je ne peux pas vous prendre, monsieur. Je suis le DRH, vous êtes diplômé 20 fois plus que moi. J'ai peur. T'as des femmes aussi qui n'arrivent pas à se marier. L'autre a 4 doctorats, l'autre il a réussi son BEP du premier coup à l'orte. Comment il va faire? Alors la fille, elle fait l'ahmara. Parce que si elle montre son intelligence, elle ne se mariera jamais. L'autre il dit, non, elle ne va pas épouser la maîtresse. C'est compliqué, hein. Ils ont compliqué et appliqué aussi, pareil. Donc l'idée, c'est ça. C'est que la vie, encore une fois, on est condamné à projeter, mais la projection, elle laisse un espace. À quoi? La surprise. Maintenant, la question, elle est, quand tu auras la surprise, est-ce que tu as les amortisseurs pour absorber la surprise? Vous savez, sur les voitures, il y a des amortisseurs. Sur le ventre, il y a les abdominaux. Alors ça, c'est une grossesse tardive. Je
pense que je vais accoucher en retraité, c'est pas possible. Ouais. Mais tu as les abdominaux, parce que tu prends un coup de poing. Il y a les abdominaux. Si on n'avait pas, le mec il taperait dans la colonne vertébrale. Ouais. C'est pareil. Tu as un fonds de roulement. Bon, tu as une réserve d'argent. Je sais pas moi, tu as des points sur ta retraite. Tu as des trucs que les impôts ne trouveront jamais. D'accord. Tu as créé une société, bon, ça s'appelle Black and Black. Créé d'ailleurs avec un prête-nom qui s'appelle Jean-Michel sans facture. D'accord. Tu es obligé, parce que tu anticipes. Voilà, manque de peau, le mec tirage au sort, l'inspecteur des impôts, il tombe sur ta gueule. Redressement, toi qui avais un problème de scoliose, il t'a redressé, tu as un dos, 14 millions d'euros, mais bien redressé. Hein. Vraiment, tu es redressé, mais il n'y a plus un pli. Hein. Alors tu vas dire, oui, c'est la Inara, c'est le schorr de la belle-mère. Non. Comme disait Confucius, Kolwardu Mazzello. Bon, il y en a qui disent que c'est pas du mandarin, mais enfin, comme il y a une certaine confusion. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en vérité, encore une fois, on ne sait jamais ce que la vie elle va apporter. On ne sait jamais comment ça va tourner, on ne sait jamais. Il y a des parents, ils sont en pleine forme, un petit AVC, un légume. C'est pas possible, c'est un bâtiment, le mec. À Tunis, il portait des pianos. Et maintenant, il peut même plus s'asseoir. Il peut même plus s'asseoir. D'ailleurs, il a inspiré, il jouait du piano. Bon, c'est vrai que le grand-père était berger, mais bon, ça n'a rien à voir. Donc l'idée... Ah, je suis en forme, je sais pas. Ça doit être l'altitude ou la proximité de Bnei-Brak. Mais l'idée, dès qu'on sort de Bnei-Brak, on va prendre dans le détour. Donc, vous avez compris maintenant que, en fait, il faut avoir de l'espoir, il faut avoir de l'anticipation, il faut avoir de l'énergie, mais en même temps, il faut avoir des abdominaux. Ouais, c'est comme les enfants. Attention quand ils auront 20 ans et que tu leur diras, allez, raconte-moi tes souvenirs, tes meilleures vacances, et que le gosse il va dire, ah papa, c'est quand tu m'emmenais à la synagogue, tu me tenais la main. Alors toi, en tout, tu as dépensé à peu près 600 000 euros de vacances. Disneyland, tu l'as emmené à Nashville, le mec qui se rappelle de ça. Ouais. Ta fille, elle te dit, bon, c'est quand tu épluchais les patates avec moi, tu me racontais comment tu avais rencontré papa. C'est ça qu'elle se rappelle, des trucs qui t'ont rien coûté. Alors que toi, tu as dépensé des folies pour lui faire plaisir. Bon, c'était aussi pour te faire plaisir, il faut dire la vérité. Bon. Mais ça veut dire, des fois, on ne sait pas où est le principal, où est le superficiel. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce que les enfants retiennent, comment l'autre il comprend, comment l'autre il ne voit pas tous mes efforts, alors qu'il retient toutes mes erreurs. Voilà, c'est ça la vie. C'est pour ça qu'il faut des amortisseurs solides. Mais un gilet pare-balles. Il y a des retours de manivelle qui sont incroyables. Maintenant, si toi, tu t'es préparé qu'il y a du bon et du mauvais dans la vie, même le maire, il vous l'a dit, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère, d'accord? Parce que la mère, c'est le pire. Chez les Ashkénazim, on dit il y a le pire et le mire. Mais le pire, c'est le mire. C'est elle le pire. D'ailleurs, c'est elle qui porte le pantalon. Donc la logique, c'est quoi? C'est que dans la vie, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Alors les gens, les fils rouges, les poissons partout, l'œil, ce qui doit arriver va arriver. Donc tu peux pas, au fond, tu peux pas fabriquer l'avenir, tu peux pas modeler les événements. Tu ne peux pas réorienter les énergies. Mais il y a une chose que tu peux faire. Tu peux fabriquer un mec très solide qui pourra encaisser. Qui est toi. Donc tu travailles ta émouna, tu travailles ta confiance en toi, tu travailles ta simra, tu travailles ton équilibre, tu travailles ton couple comme une digue qui peut subir toutes les tempêtes. Tu construis tes enfants pour qu'ils soient très solides pour traverser la banquise de la vie. Ouais. Tu armes ta fille pour pas qu'elle se fasse avoir par le premier baratineur. Tu donnes du kavod à ton fils pour pas qu'il se fasse embrouiller par une fille qui a des qualités morales incroyables. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Donc
Donc dans cette logique-là, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Yaakov Avinu, il a vu une tunique ensanglantée. Bon, toi, tu as vu un livret scolaire très mauvais. Bon, tu as fait une année difficile. Tu n'as rien gagné et tu dois payer 7 millions de SAF. Bon, tu as été embrouillé par ton beau-frère qui a fait des faux papiers, il t'a piqué 10 millions d'euros d'immobilier. Ouais, donc il y en aura des claques dans la vie. La question elle est, est-ce que tu regardes la claque ou que tu regardes plus loin? Et c'est ça ce qu'il a dit à Hachem. Hachem, il a dit, mais je ne comprends pas. Ani Asouk le Amlich et Beno, parce que vous êtes au courant que Yosef, il a été vendu par ses frères, il arrive en Égypte, au marché des esclaves, il a été racheté par quelqu'un qui l'a acheté pour sa beauté, par une personne qui était avec des mœurs un peu compliquées, c'est-à-dire qu'il aurait pu être maire de Paris à un moment. À l'époque où il y avait l'arche de la Noé, c'est pour ceux qui ont. Il a acheté pour sa beauté, pour ses besoins personnels, il dit Rachid. Ouais. Bon, il faut dire que le gars, c'était pas une lumière. Il s'appelait Petit Phare. Il arrive dans cette famille, manque de peau. Bah, la femme qui est mariée avec un mec comme ça, elle est frustrée. Lui, c'est une beauté fatale. Donc, toute la journée, elle essaye de le faire fauter. Elle met des habits, elle se change tous les jours. Et puis, elle est belle aussi, ouais. En plus, elle est arrivée que le Mashiach, il va venir dans la relation avec lui. Donc, elle est comme une folle. Donc, lui, imagine, il passe de l'état d'esclave à l'état de harcelé. D'accord? Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui en rêvent, mais bon, il faut avoir la gueule qui va avec. Donc, du coup, il est accusé, d'accord? On l'envoie en prison, il reste là-bas 10 ans. Après, il y a 2 ministres qui se présentent. Bon, justement, il sait interpréter les rêves. Et puis, eux, ils rêvent. Ouais. Et puis, eux, ils sont très proches du pharaon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il interprète les rêves. Manque de peau, les deux. Il dit, tu crèves, tu t'étouffes, tu restes ici, c'est le juif. Ouais. Et 2 ans après, il sort. Il devient vice-roi d'Égypte. Bon, il ne pouvait pas devenir le roi du vice parce que c'était pharaon. Mais le vice-roi, il pouvait. Ouais. Et à ce moment-là, il est devenu le roi. Maintenant, c'est vrai que ça a pris le temps que ça a pris. Mais ça a commencé comment? Avec la vente des frères. Donc avec la disparition de Joseph. Donc Hachem, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi il se plaint, Yaakov? Moi, je suis occupé à rendre son fils roi. Et lui, il dit, Laman istera darkim et Hachem. Ça va? Évidemment, vous avez tous la question. Ok, mais lui, il ne sait pas, lui. Oui, lui, il voit la tunique ensanglantée. Son fils a disparu. Il a du mal à voir du positif dans une situation qui est tellement négative. Et c'est ça qu'on lui a reproché. On lui a reproché d'être paralysé par la réalité et d'être aveuglé sur le potentiel. Vous avez compris ou non? Parce qu'il a vu le livret scolaire nul. Après 3 ans d'efforts, avec 14 000 euros de scolarité, 18 000 euros de cours particuliers, et l'autre il lui ramène un livret, -2 de moyenne en maths, -4 en français, c'est rare des moyennes négatives en français. Il dit, mais comment tu as pu avoir -4? Il dit, oui, mais le prof, il ne supporte pas que je fasse 3 fautes dans mon prénom. Mais comment tu t'appelles? Dan. Mais t'as mis un W, un J. Comment t'as fait? Ouais. Il y a des enfants. Non, parce que quand les gens se plaignent de leurs enfants, je dis, vous savez, il peut faire pire. Il peut. Parce que les abîmes de la lourdeur sont accessibles. D'ailleurs, on le dit, il y a bim. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que Yaakov Avinu, on lui a reproché. Pourquoi tu t'es plaint? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, j'ai vu la tunique, à Odon Kolo. Ouais. Mais tu n'as pas vu le cadavre. Et tu avais 2 options. Ou il est vivant, ou il est mort. Et qu'est-ce que tu as dit? Il est mort. On lui a reproché ça. Exactement le contraire de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, la Gemara, elle raconte que, bon, le Beth Amikdash, il a été détruit. Et il y a des Tanaïm, ils sont là. Il y a des Amoraïm, ils sont en train de regarder. Ils voient le parterre du temple. Parce qu'ils ont tout rasé, ils marchaient mal. Ouais. Et ils voient des renards qui marchent à l'endroit où il y avait le Kodesh à Kodashim. Et tous les rabbins, ils se mettent à pleurer. Voilà, on avait
on avait la splendeur, on avait la présence divine, on avait la Shekhina, on avait la lumière du monde, on était le centre du monde. Et maintenant, il y a des renards qui piétinent l'endroit le plus kadosh du monde. Ouais. Donc tout le monde pleurait, et Rabbi Akiva, il sourit. Il dit, mais comment tu peux rigoler? À la limite, c'est blasphématoire. Ouais. Et lui, il rigole. Enfin, il rigole pas, mais il sourit. Il dit, mais comment tu peux sourire? Il a dit, je souris parce que cette prophétie que le Beth Amikdash va être détruit, elle était écrite. Il y a une autre prophétie qui va être reconstruite. Donc, il a dit, moi je souris que puisque celle-là, elle s'est appliquée, donc la prochaine aussi, elle va s'appliquer. C'est un raisonnement très très profond. Je vous donne un secret, ça va vous faire gagner du temps. Tu sais, quand les gens, tu leur parles du bien, ils te disent, oui, mais il y a le mal. Je dis, mais JG, c'est-à-dire Gingebeb. La preuve que le bien existe, c'est que le mal existe. Comment il y aurait la lumière s'il n'y a pas l'obscurité? Ouais. Comment il y aurait la vie s'il n'y avait pas la mort? Ça veut dire que le mal, c'est la preuve du bien. La dépression, c'est la preuve de la simcha. Parce que oui, je suis très mal, je suis très mal, je suis très mal. Mais comment t'es arrivé? Eh ben, je me suis beaucoup travaillé, je me suis pourri, j'ai fait la liste de tout ce qui ne va pas, et grâce à Dieu, ça a marché. Donc ça veut dire que si toi, tu avais lutté pour le positivisme, et que tu avais recherché le bien, et que tu avais maintenu ton moral, et que tu t'es entouré de gens sympathiques, et que tu avais écouté de la musique, et que tu t'étais réalisé, tu n'aurais pas été en dépression, c'est vrai. Comme ça marche le bien, ça marche le mal. Dans tout, c'est pareil. Tu veux faire fortune dans l'immobilier, va travailler. Non, non, je vais trouver un truc de folie, faire une start-up. Start-up, tu sais bien que 80% des start-up, elles déposent la première année. Parce que start-up, start down. Oui. C'est dur. Tu dis non, je vais faire un truc de fou. Mais non. J'avais un monsieur comme ça à qui je donnais des cours qui était très, 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 très riche. Vraiment des gens qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne parle pas des gens maintenant qui veulent faire tomber toute la France dans le panneau, c'est encore un autre. Confond de pompe à chaleur et pompe à fric. Mais l'idée c'était ça. Et lui il me disait comme ça. Il me disait, mais vous savez, M. Benchetrit, moi j'ai mis 30 ans pour être milliardaire dans l'immobilier. Les gens ils veulent faire ça en un quart d'heure. Ils m'appellent, j'ai un coup de folie, j'ai un truc, je vais racheter le Louvre. J'ai trouvé un crédit pour acheter la Tour Eiffel. Ça prend du temps. Ça prend des efforts. Ça prend de l'investissement. Ça prend des risques. Ouais. Les gens, ils sont pressés. Ici et maintenant. Et ça ne marche pas. Parce que même les Anglais, ils le disent. Easy going, easy coming, easy going. L'argent qui vient facilement, il part facilement. Tu ne peux pas tout légitimer parce que tu as des problèmes respiratoires. Du coup, tu es obligé de faire du CO2. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. C'est que la personne, en fait, eh ben, elle a compris que la vie, c'est des étapes. Et que dans les étapes, il y a des bons moments et des mauvais moments. Maintenant, le problème, c'est qu'au moment où il y a le mauvais moment, soit tu es paralysé par le mauvais moment, parce que tu as reçu le résultat de la biopsie. Ouais, parce que tu ne sais pas si c'est bénin ou si c'est malin, ouais. Parce que tu ne sais pas si le cerveau il a été touché, parce que tu ne sais pas si le traumatisme crânien il a créé des lésions, parce que tu ne sais pas. Il y a une part. Maintenant, quand tu ne sais pas pourquoi, tu vas du côté c'est foutu. Ben, dans les médecins, ils sont obligés, toujours. Ils disent, vous savez, il est quand même âgé. Les résultats ne sont pas très bons parce qu'en fait, ils se comment dire, ils se couvrent. Comme ça, s'il arrive, je vous l'avais dit, c'est très fort. S'il est sauvé, c'est grâce à eux, et s'il meurt, c'est à cause de toi. C'est un phénomène. Et ça, c'est ceux qui soignent. Imagine les malades, d'accord? Donc, mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en réalité, toi, tu dois garder ta perception subjective pour le bien. Bon, mon père, il avait la maladie. Bon, ça n'a pas duré longtemps, 3 mois, mais on s'est battu, on a fait des protocoles, on a essayé de la naturopathie, on a fait des conférences, on a fait des prières, on a fait des chaînes de Tehillim. Mais le 26 Nissan, à 6h05 du matin, quand il a arrêté de respirer,
On a dit Barour Dayan Emet. Et la même énergie qu'on a mis à se battre contre l'issue fatale, on a mis la même énergie à accepter que c'est fini. Vous allez dire, bah, c'est un peu dur de lutter contre la réalité. Mais non, c'est l'inverse. Quand la personne elle est vivante, les gens ils baissent les bras, ils partagent des appartements, ils disent, allez, Weston, il les a pas mises. Mais il est vivant. Ouais, c'est qu'ils enterrent le vivant. Et quand il est mort, ils refusent. Ouais, pourquoi il est mort? Ça veut dire quoi? Regarde le cousin, il trompe sa femme tous les jours, il a une santé de fer. Lui, il n'a jamais fait une avéra de sa vie et il est mort en 3 semaines. Le monde est mal fait. Est-ce que Dieu existe? Où il était Dieu à ce moment-là? Je ne comprends pas. Quand il faut se battre, tu baisses les bras. Et quand il faut accepter, tu te révoltes. C'est-à-dire que tu es monté à l'envers, toi. Chez Renault, ils ont mis le moteur à l'envers. C'est quand tu passes la première, tu pars en marche arrière. En fait, tu es à l'envers. C'est important. Ça s'appelle la hiérarchie des priorités, ça s'appelle le sens des réalités, ça s'appelle de vivre sa vie, de vivre sa vie. C'est exactement pareil. Mais la différence entre le comportement de Yaakov Avinu et le comportement de Rabbi Akiba. Que Rabbi Akiba, il a regardé l'avenir et Yaakov, il a regardé le présent. Voilà. Ben écoutez, passez un bon Shabbat. Trop court. Bon, moi je fais par rapport au prix que vous avez payé. Bon. Alors, à mercredi soir, il y a cours à Dubaï, s'il y a des gens qui veulent venir. Donc l'idée c'est quoi? C'est que, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Rabbi Akiba, il a réagi comme ça? Parce qu'on dit, le maître de Rabbi Akiba, il s'appelait Ish Gamzu. Pourquoi on l'appelait Ish Gamzu? Ouais, l'homme de aussi cela, ouais, parce qu'il disait toujours Gamzu Letova. Gamzu Letova. Maintenant, quand on dit Gamzu Letova, aussi cela, c'est pour le bien, ça veut dire que c'était pas évident que c'était pour le bien. Donc ça avait l'air que c'était du mal. Et tu dis que la vie, c'est une succession de bien et de mal. D'accord? Et lui, il était capable de dire sur le mal que même le mal, il est pour le bien. C'est bon? En résumé, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un escalier. Ça existe ici? Parce qu'avec les escalators, on ne peut plus savoir. Mais je vous donne un principe. Il y a une falaise, elle est là. Falaise, c'est 30 mètres. Hein. Elle fait 30 mètres, elle est là. C'est pas possible. En fait, une falaise, c'est une marche. C'est une marche de 30 mètres. Donc, qu'est-ce qu'ils font les imbéciles? Ils regardent, ils disent, mais attends, c'est impossible, comment on va passer de l'autre côté? Attends, il faut qu'on continue à avancer, qu'on continue à vivre. Mais c'est pas possible, à 30 mètres, à 30 mètres, à 30 mètres, à 30 mètres, après. Bon, ils sont là en train de philosopher. Et il y a un gars malin, il dit, attends, excuse-moi. 30 mètres, ok, c'est impossible, mais 17 cm, c'est possible. Tu peux monter 17 cm. Il dit oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse des marches. Il creuse des marches dans la falaise. Non, les architectes, ils ont calculé que la marche, c'est 17 cm. Donc à peu près 17 cm de hauteur, à peu près 20 cm de plat. Maintenant, à chaque fois que tu montes, dans une marche, il y a toujours un côté raide et un côté plat. Qui invite à un côté raide, qui invite à un côté plat. Ben, c'est la vie. Ouais. Toi, tu es en 6e, tu vas passer en 5e, il y a un côté raide, il faut travailler. Il y a un côté plat, ouf, la satisfaction de passer en 5e. D'accord? On est un couple de gamins, ta gueule, ta race, et Tunisiens, et Marocains, et après, on se maîtrise, on donne le meilleur de nous-mêmes, et on arrive à un côté plat. Grâce à Dieu, on voit les autres s'engueuler, on dit, ça, ouais, c'est fini tout ça. Ça veut dire qu'on passe à une autre étape. Bah, toute ta vie, c'est pareil. Toi, tu crèves, tu cravaches pendant 5 ans, bah, tu as une vitesse de croisière, bah, tu es bien, tu es à 5700 € minute de rentabilité, tu es bien. Mais tu as cravaché, hein, tu n'as pas dormi pendant 4 ans. La moitié, tu l'as passé en Chine. Mais voilà, le résultat, il est là. Donc il y a un côté raide, un côté plat. Dans tout, c'est pareil. L'étude de la Torah, tu crèves, tu meurs, tu crèves. Le dictionnaire, le truc, le répète, tu pleures sur le Tosfot, tu fais des ta'aniyot sur le Rabbi Akiba, et maintenant tu es un Talmid Chacham. Il y a le côté plat. Des gens, non, ils n'arrivent pas, ils voient une falaise. Ils disent, quoi, le Talmud, 2700 pages, ah, la mort, en araméen en plus, ah, attends, moi j'aime pas les langues arabes et tout. Bon. Dans tout, c'est pareil. L'hôtesse fait un monde de la perruque, comment je vais me couvrir la tête alors que Dieu m'a fait des beaux cheveux. Ouais.
C'est comme tu veux. C'est toute la vie, il y aura toujours un côté raide, un côté plat. C'est toujours pareil. Tu fais des efforts avec tes enfants, tu as les résultats, tu dis non, ça me saoule, j'ai pas que ça à faire, j'ai la manicure. Ok, bon. Maintenant que tu as 4 brels à table, tu connais une seule chanson, c'est Frère Jacques. Frère Jacques, tous des brels, sonnez des matines. C'est normal, parce qu'il n'y a que des cloches, d'accord? Mais tu mets d'où ils sortent ces brels? On t'a dit, de 0 à 20 ans, tu te donnes à fond. Et après, de 20 à 80 ans, tu es tranquille. Toi, tu dis, non, j'ai pas le temps, je suis en création, je suis en développement, je suis en truc. Bon, bah, t'as pas le temps de t'occuper. Du coup, maintenant, tu as 40 ans, tu es un peu fatigué. Et là, ton fils de 20 ans, il rentre à la maison, il dit, papa, je me suis engueulé avec Jennifer. Parce que Jennifer fait rien de la journée. Ouais. Et lui, il s'appelle Kevin. Donc, Kevin, qui va t'arriver? C'est pas grave. Tu dis, mais quoi, j'ai la patience maintenant à 50 ans de m'occuper de mon fils. Je t'avais dit de t'occuper avant. Occupe-toi quand il est petit, enlève ton doigt de ton nez, réfléchis avant de parler, travaille tes midotes. Allez, va travailler, vas-y, révise ta Mishnah, refais tes exercices de maths. Allez, je t'en rajoute 40. Oh, t'es dur avec moi, t'es dur avec moi. Ok, mais maintenant, t'as un cerveau qui va à 4000 à l'heure. T'as quand même une chaire de mathématiques à 14 ans et demi. Mais t'as crevé. Ou tu dis non, voici une enfance très heureuse, légèreté, insouciance, là, à bicyclette. Et là tu vois, à 38 ans, un brel. Il n'est pas marié, il n'a aucune confiance en lui, il pense que toutes les femmes sont méchantes, à part sa mère. D'ailleurs, c'est lui qui fait Manishtana tous les ans. Le plus jeune, Félix, c'est à toi. Et vas-y. Manishtana, Laïla, c'est le même hamar que l'année dernière. Mais c'est horrible. C'est horrible, mais c'est vrai. C'est ça la logique. Tu laboures, tu sèmes, tu récoltes. Tu crèves, tu reçois. Tu t'es midote pour ton shalom baït, tu as un shalom baït, tu dis non, moi je change pas, je suis comme je suis, je ne changerai jamais, mon père n'a jamais changé, mais ta mère s'est pendue. J'exagère en fait, elle a fait ça avec des cachets, mais l'idée c'est la même. Donc vous avez compris, pourquoi est-ce que quelqu'un il va voir l'avenir et il va avancer, et pourquoi quelqu'un il va être paralysé par le présent? En fait, c'est dans le mot. Parce qu'elle dit Gamzu les Tova. Ouais. Aussi, on dit Kol de Avid Rahamana les Tav. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Maintenant, le problème, c'est que tu auras du mal. Parce que la leucémie du gosse de 8 ans, tu as du mal. Ouais. L'autre qui naît avec une insuffisance respiratoire, qui en fait un légume pendant 48 ans, tu auras du mal à voir le bien. Donc, moi, je vous donne un conseil. Si ça peut vous aider, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. On peut s'entêter à souffrir, ça peut donner même un projet de vie. C'est qu'en fait, Tov, ça ne veut pas dire bien. Tov, ça veut dire bien à l'ulpan. Oui, quand tu veux réveiller un joueur de cartes, tu lui dis poker Tov. C'est pas grave, ouais. Mais Tov, dans le langage des Chachamim, et dans le langage de la Torah, ça ne veut pas dire bien, ça veut dire complet. Mazal Tov, ça ne veut pas dire un bon mazal. Ça veut dire que le mazal de l'homme est incomplet sans la femme, et le mazal de la femme est incomplet sans l'homme. Quand les deux morceaux de mazal se rejoignent, le mazal est complet. Ça s'appelle mazal Tov. Quand Hachem il a créé le monde, il arrive au dernier jour, il dit Veine Tov Meod. Il dit pourquoi Tov Meod? Il dit le Midrash, parce que ce jour-là, Hachem il a créé l'Yetzerara. Le Midrash il dit je ne comprends pas l'Yetzerara, il s'appelle Tov. Il dit oui, parce que sans l'Yetzerara, le monde il n'a pas de moteur. Le moteur du monde c'est l'Yetzerara. Maintenant tu as une super voiture, très très belle, une Ferrari reconstruite entièrement sur la base d'un modèle de l'époque, 894 000 €, mais il n'y a pas de moteur. Ça te fait genre le salon, tu vois. Tu peux faire... Ils ont même mis un bruiteur pour le bruit, ouais. Mais il faut un moteur. Maintenant, le Yetzirah, c'est le moteur.
Maintenant, ce moteur, si tu le maîtrises, il va t'amener au Gan Eden. Mais si tu le subis, il va t'amener au Guéhinam. C'est renversant. Ouais. Une fois, quelqu'un m'a dit, c'est quoi la vitesse de la lumière? Je dis, regarde ma vitesse de répartie, tu vas comprendre. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre que... De quoi je parlais avant? Le moteur. Donc le Yetzer Hara, il est tov, mais il est ra. La Gemara, elle dit, Yetzer Hara, la Gemara dans Kiddushin, elle dit, She'afilu yotzro karora. Même son créateur, il l'a appelé mauvais. Maintenant, c'est pas mauvais, Belzébuth, Lucifer. Non, ça c'est une version sur laquelle nous avons fait une croix. Je ne vais pas m'apesantir, ça vaut pas un clou. Mais Ra, il dit le Maharal de Prague, Zedavar Shen Botahlit. C'est une chose qui n'a pas de finalité, qui ne rentre pas dans un process évolutif positif. C'est ça, Ra. D'accord? C'est pour ça que le premier fils de Yehuda, qui n'a pas voulu donner une descendance à son frère, et quand il avait, avec sa belle-sœur, il jetait le Zéra par terre, comment il s'appelait? R. Aïn Resh. Les mêmes lettres que Ra. Parce que le gaspillage de semences, c'est le mal par excellence. Puisqu'il y a 250 millions de spermatozoïdes dans une goutte de semence. C'est-à-dire que tu as laissé 10 fois l'Amérique dans le lavabo. Un phénomène. Dans les égouts, ça doit être le tiers-monde. D'accord? Donc, je vous ai mis un petit suppositoire. À supposer que vous avez compris où je l'ai mis. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que le potentiel de vie, ouais, il contient la mort. Le potentiel de mort, il contient la vie. Maintenant, la vie, quand tu l'optimises, elle devient du tov. La vie, quand tu la gaspilles, ça s'appelle du ra. Donc le Yetzer Hara, encore une fois, ouais, il te donne, il crée la nullité, il crée la mort, il crée la destruction, mais en même temps, si tu le maîtrises, il crée des tzadikim, il crée des mitzvot extraordinaires, il crée la kedusha, il crée la présence divine, c'est grâce au Yetzer Hara, tout ça. Donc il est ra, parce qu'il n'a pas de tachlit, mais quand tu lui donnes un tachlit, il devient tov. C'est bon? Donc de la même manière, si tov ça veut dire complet, donc marasim tovim, c'est pas des bonnes actions. Vous me suivez ou non? Ça c'est BA. Ça a été développé par une tranche non religieuse du judaïsme qui s'appelait les scouts. On est là pour faire des BA, mais ça a été très très vite remis en cause. On les a même fait taire parce qu'on dit Scott et Scott. Scott de France, Scott israélite, Scott Schweig. Oui, mais l'idée c'est ça. C'est que Tov, ça veut dire complet. Donc Marasim Tovim, ça ne veut pas dire des actes bons. Ça veut dire des actes complets. Ça va? Un acte complet, ça veut dire que je vais faire un acte qui est complet. Par exemple, si je fais de la tzedaka, mais que en faisant la tzedaka, je fais honte aux pauvres, parce que je l'ai obligé à tendre la main, j'ai amené les caméras, ouais. Donc, ma mitzvah contient une avéra. D'accord? Je fais des embrouilles toute la journée, mais je dis, avec ça, je vais aider le kollel. Donc, tu m'étonnes que le kollel, il a un taux de suicide incroyable. Ouais. Bon, c'est normal, c'est de l'argent pourri. Mais je dis, oui, mais quand même, c'est mieux que le laisser à Monte Carlo. Mais de toute façon, tu fais les deux, c'est vrai. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'il y a du tov et du ra. Tov, ça veut dire complet. Maintenant, bizarrement, ra, c'est Yetzer Hara, ça veut dire incomplet. Parce que comment il s'appelle Yetzer Hara? Chasser. Léola, Madame Chasser, il dit le Maharal, l'homme est toujours manquant. Maintenant, c'est quoi le manque? C'est Yetzer Hara. C'est bon? Maintenant, pourquoi Yetzer Hara s'appelle le manque? Parce que le Yetzer Hara existe quand toi tu manques. Ça veut dire que la présence du Yetzer Hara est symptomatique de l'absence de l'homme. Quand toi tu es absent, lui il est présent. Et comme dans la nature le vide n'existe pas, d'accord? Donc si toi tu n'es pas en conscience, automatiquement tu es inconscient. Si tu n'as pas la connaissance, automatiquement tu es un ignorant. Ouais. Si tu n'es pas en maturité, automatiquement tu es immature. Alors peut-être tu peux dire non, je suis ni l'un ni l'autre. Ouais, le ni-ni,
ou le en même temps, on voit que ça s'est mal terminé. C'est normal, le mec c'est ni une femme ni un homme, c'est compliqué. C'est vrai qu'il est obligé d'épouser sa grand-mère. Mais l'idée c'est ça. Ouais. L'idée c'est que il y a du bien et il y a du mal, d'accord? Il y a du positif, il y a du négatif. Et quand la personne, elle va faire un choix, donc elle va aller combler le manque qui est en elle, et ça s'appelle l'Eidgaber, de devenir un adulte, de devenir un sadique, mais elle va aussi combler le manque qu'il y a dans la réalité. Parce que toute la vie, on va rentrer dans des situations où il manque quelque chose. C'est pour ça que c'est marqué Asher bara Elokim la asot, ouais, qu'il a créé Hachem pour faire, elle dit l'agma, la asot ma, la asot est arolam. C'est pour ça que la Gemara pose la question, qu'est-ce qui est mieux, la création de Dieu ou la création de l'homme? Bon, vous, en bon faillot, vous allez dire c'est la création de Dieu. La Gemara dit non, parce que Dieu, il a créé le blé, mais l'homme, il a créé le pain. Vous me suivez ou non? Dieu, il a créé le bois, mais l'homme, il a fait la maison. Donc, ça veut dire que l'homme, il est là pour parfaire, pour compléter le travail de Dieu. C'est en ça qu'il est associé à Dieu. Maintenant, ça veut dire que si Dieu n'est pas intervenu, si l'homme n'est pas intervenu, donc le monde, il est incomplet. Maintenant, quand toi, tu arrives devant une situation, bah, cette situation, elle est là, mais il manque quelque chose, il manque quelqu'un. Par exemple, vous êtes des papas. Bon, vous avez remarqué que quand vous n'êtes pas là, à la maison, c'est la guerre. Ils sautent en l'air, ils font pas les devoirs, ils font truc. Le père, il rentre, tout le monde. Bonsoir papa, bonsoir. Dis-moi, il y a 2 minutes, tu faisais la chutzpah. Tu jouais avec ta soeur à D'Artagnan avec des aiguilles à tricoter. Tu as mis des autocollants dans toute la maison. Viens expliquer à ton père maintenant que c'est à cause de ta soeur. Donc le père, il est censé amener l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il va être l'homme de la situation. Donc c'est vrai ou non? C'est votre rôle. Vous êtes des mamans. La maman, elle a un rôle à jouer. Donc il y a toute une situation. Et par terre, il y a une enveloppe en silicone qui est difforme. On dit, mais c'est quoi ce truc-là? Eh ben, il manque la personne, là. Il manque la femme de la situation. Donc tu vas rentrer dans ton rôle de maman. Tu vas rentrer dans ton rôle d'épouse. Tu vas rentrer dans ton rôle de belle-maman. Ouais. Ou non. Maintenant, si tu ne le fais pas, il va manquer quelque chose. Alors là, et là c'est très très important. Je vais vous dire un truc très très important. C'est pas parce que tu arrives à légitimer ton absence que ça devient de la présence. Tu veux ou non? Je vais vous expliquer, parce que ma belle-fille, elle est comme ça, parce que mon gendre, il est comme ça, parce que ma belle-mère, elle est comme ça, parce que mon mari, il est comme ça, parce que... Mais j'en ai rien à te... Enfin, je veux dire que... C'est ton épreuve. Il faut que tu grandisses avec. Oui, mais j'aurais voulu que ça soit différent, j'aurais voulu qu'il ne soit pas pareil, je voulais que... Je suis fatigué. Je suis fatigué d'écouter des incompétents. Surtout quand ils se mettent à plusieurs, parce que c'est irrespirable. Parce qu'incompétent, ça va, mais deux, c'est toujours pas de compréhension. En plus, maintenant, ça devient presque automatique à cause de ce chat-là, ce chat GPT. C'est nauséabond et ça peut même être extrêmement gênant au bout d'un moment. En bataille, c'est pas shoot que si vous croyez en Dieu, je l'ai déjà dit, je le dis tous les soirs, donc je vais le répéter. La Emouna, c'est quoi? C'est pas de manger cachère et de faire Shabbat et de se couvrir la tête. C'est évident, t'es juif. Donc tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Puisqu'il te l'a mis là. Plutôt qu'ailleurs. Imagine, il aurait coupé le nez. Ouais. Donc la Emouna, c'est pas de faire la religion, c'est évident. Ouais. La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de toi est adaptée à toi. C'est comme ça. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon... Alors, à ce moment-là, il n'y aurait jamais de divorce. Effectivement, bonne question. Vous pensez trop fort. Je vous donne la réponse. Le divorce, quand on a tout fait pour que ça marche et que ça ne marche pas, c'est une mitzvah de divorcer. Maintenant, moi, de ma petite expérience, je n'ai pas votre expérience, j'ai eu à peu près 30 000 couples dans ma vie.
j'ai remarqué que non seulement les gens n'ont pas tout fait pour que ça marche, mais même ils ont même tout fait pour que ça ne marche pas. Alors il faudrait arrêter de constater un résultat sur la base des efforts non fournis. Donc tu fais ce que tu as à faire. Donc Hachem, il va t'envoyer des événements, et ces événements, ils sont adaptés à toi. Il n'y a pas d'erreur. Si tu as dit oui, mais je ne suis pas croyant. Alors en physique quantique, on dit qu'une masse harmonieuse d'atomes ne peut se trouver à un certain endroit que si elle est elle-même en harmonie avec le contexte atomique qui l'accueille. Je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière. C'est qu'en fait, on est là où on doit être. Voilà. Donc que tu sois croyant et tu dis c'est Dieu qui a créé la situation, ou tu n'es pas croyant et tu dis c'est la physique quantique qui a expliqué la situation, dans les deux cas, il n'y a pas où aller. Maintenant attention, le fait que tu es ma'amine à 100% que la situation elle est adaptée à toi, n'implique pas que toi tu es adapté à la situation. Voilà. Vous me suivez ou non? Et tout le travail justement, tous les efforts et toute la construction et tout le développement du couple et toute la remise en cause au niveau psychologique et toute l'étude de la Torah et tout l'accomplissement des mitzvot, Bémissirut Nefesh, tout ça c'est pour quoi faire? C'est pour t'adapter à une réalité qui est adaptée à toi dans l'absolu. Ça va? Parce que si vous dites, bah si c'est adapté, je n'ai pas besoin de m'adapter. Mais non, c'est adapté dans l'absolu. Bon, par exemple, tu as 13 ans, bon, tu es en 5e, c'est adapté. Mais comme tu ne fous rien depuis le CM2, donc tu dis oui, les énoncés sont en chinois. Non, c'est juste que tu es nul. Oh, ils ont mis le livre à l'envers. Non, non, c'est pas du russe, c'est du français, mais tu sais pas lire. Tu es inadapté. Maintenant, l'effort d'adaptation qu'on fait pour s'adapter, c'est ça qui fait qu'on est adapté. Donc je traduis, la situation, elle est incomplète, et moi je suis incomplet. On met en situation, et moi je dois compléter. Maintenant que tu complètes l'exercice de maths, ou que tu complètes la situation en t'excusant, ou que tu complètes les attentes de tes enfants en leur disant que tu les aimes, dans tous les cas, tu viens pour compléter une situation qui est manquante. Donc maintenant la situation, elle est complète. Comment ça s'appelle complet? Tov, donc ça s'appelle Maaseh Tov. Maintenant, il y a un phénomène extraordinaire. Il n'y a que le bon Dieu qui pouvait trouver un truc pareil. C'est que quand toi, tu fais l'effort de compléter la situation, par effet miroir, la situation te complète. Pourquoi? Parce que tu es incomplet, parce qu'on a dit que le Yetzer Hara, c'est ce qui t'empêche d'être complet. Or, le symptôme de la présence du Yetzer Hara, c'est l'immaturité. Donc, quand toi, tu vas être mitgaber de maîtriser la situation, la résonance de l'effort que tu as fourni pour t'adapter, s'appelle la maturité. Donc, plus tu assumes, plus tu grandis. Donc, tu vois que l'effort que tu fournis te rend complet. Mais en même temps, toi, tu complètes la situation. Ça va? Vous avez compris ce que je dis là? Voilà. Donc ça sert à rien de dire c'est pas le moment, c'est trop dur, le bon Dieu m'envoie des choses insupportables, vous la connaissez pas, elle est folle, il est fou, le Rav il parle pas bien, la Torah c'est dur, les Tfilin, j'ai peur d'attraper la vache folle. Non. Non, ça s'attrape pas comme ça. En plus, pour attraper une maladie du cerveau, il faut avoir un cerveau. Et toi, tu es déjà folle, mais ton cerveau. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est que toute la vie, on va passer comme ça devant des escaliers qu'il faudra monter, devant des épreuves qu'il faudra assumer. Mais pour réussir, attention, à comprendre que cette épreuve, en fait, c'est une opportunité, il faut regarder le Tov. Mais pas le Tov, bisounours, Baouragem, je vais crever, mais grâce à Dieu, tout va bien. J'ai rien à manger, mais c'est pour mon bien. Le petit, il est malade, mais ça doit être un tikkun. Mais tikkun ou quoi? Il est malade, il faut le soigner maintenant. Non, ça sert à rien de le soigner, si vous êtes chamaïm.
Et ta lourdeur, elle est quoi? Mina satanim. Il y a des médecins, il y a des chimios, il faut se battre. Il faut y aller. Ouais, mais Baba Salé, prenez pas les médicaments. Pourquoi t'es Baba Salé, toi? T'es même pas maman sucrée. D'accord. Donc la logique, vous avez compris, c'est que Gamzoul et Tova, ça veut pas dire ça aussi c'est pour le bien. Ça veut dire que ça aussi, ça vient pour compléter. Kol David Rahaman Aletav, ça veut pas dire tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ça veut dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour te compléter. Et pour que toi, tu le complètes. Maintenant, on va passer sa vie à rencontrer des situations qui sont en attente d'être complètes. Et nous, on est là pour compléter. À chaque fois que je complète la situation et ça me complète à moi et on avance. Ça va? Maintenant, plus on est complet, plus on a une vision complète. Plus on est incomplet, plus on a une vision incomplète. Les gens qui sont pas construits, les gens qui sont mal dans leur peau, les gens qui sont bourrés de complexes, ils ont une vision négative, c'est normal. Pourquoi? Parce que si vous prenez, si on met une main devant une lampe allumée, il y a combien d'ombres il y a combien de doigts dans l'ombre de la main? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc je recommence. Voilà. Donc, si je mets la main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Voilà. Ça va dépendre du nombre de doigts. Bon, on ne va pas tous les enlever, on va en garder un pour l'honneur. Mais l'idée, c'est ça. Ouais. C'est de comprendre. Vous êtes sensible quand même. Hein? Donc, il faut comprendre que la main, c'est la personne. Et l'ombre, c'est l'acte. Donc, l'acte de la personne, il est la projection de la personne. Maintenant, si la main est complète, il y a 5 doigts. Si la personne est complète, l'acte est complet. C'est-à-dire que si tu vois que l'acte est incomplet, c'est que toi, tu n'es pas complet. Maintenant, il y en a, ils n'arrivent pas à finaliser le dossier. Il y en a, ils n'arrivent pas à finir le livre. Il y en a, ils n'arrivent pas à finir la phrase. Il y en a, ils n'arrivent pas au bout du chiour. Il y en a, ils n'arrivent pas au bout de leur choix. Il y en a, ils n'arrivent pas au bout de leur phrase. Ouais. Pourquoi tu produis de l'incomplet? Parce que tu es incomplet. On appelle un poisson. Incomplet. C'est-à-dire que la réalité, elle témoigne pour toi de ce que tu es. C'est comme un tampon. Tu prends un tampon, tu dis, oh, je me demande c'est quoi ce tampon, je me demande c'est quoi ce tampon. Tu tamponnes, c'est marqué payé. Tu as compris que sur le tampon, c'est marqué payé. Vous me suivez ou non? C'est la vie. Ben, tu bois de l'alcool. Après, tu dis, ah, j'ai un problème de foie. Ben, qu'est-ce que je te dis? C'est normal, tu bois de l'alcool. Il y en a qui croient que le coma éthylique du Shabbat est une misva. Parce que kavod et vodka, c'est les mêmes lettres. Non, pas du tout. Pas du tout. Le coma éthylique n'est pas une misva. Il n'y a aucune misva d'être alcoolique. Ah, je crois que c'était l'irvot Shabbat, non. Et les joints, c'est l'irvot quoi? La semaine? Ouais. Donc la logique, c'est que, encore une fois, chaque situation, c'est une opportunité. Maintenant, pour que je puisse profiter de l'opportunité, il faut que je vois le tov. Mais comme on a dit que le tov, c'est complet, ça veut dire que je dois voir dans la situation, écoutez bien, et là ça devient un niveau supérieur, que le bien et le mal de la situation forment le complet. Parce que vous avez remarqué que dans toutes les situations, il y a du bon et du mauvais. Parce que toi, tu voudras avoir le corps de Schwarzenegger, mais c'est 6 heures par jour de muscu pendant 15 ans. Je dis non, je suis pressé. Bon, tu prends un truc en plastique gonflé, tu le mets, tu prends la photo et c'est tout. Je dis non, mais je veux faire du développé couché 180 kg. C'est 15 ans. Oh, c'est dur. C'est comme ça. Toi, tu veux connaître le chasse par cœur. C'est 15 ans. Ah non, tu dis non, c'est quand même long, je vais me faire un implant. Ils ont fait des implants maintenant. Tu prends un implant avec Baba Kama, tu le mets ici, tac. Hop, t'imprègnes et tu reçois, tu deviens Baba Kamé. D'accord? Non. Je n'ai pas vu venir celle-là. Bande de drogués. Alors, donc l'idée c'est quoi? C'est que pourquoi il y a toujours des avantages et des inconvénients? Ouais. Pourquoi il y a des choses qui te dérangent et des choses qui t'intéressent? Pourquoi il y a du mal et du bien? Pourquoi dans cette école il y a du bon côté et des mauvais côtés? Pourquoi chez ton mari il y a du bien et du mauvais? Pourquoi chez ta femme, chez tes enfants? Pourquoi? Je vous donne le secret. C'est qu'en fait, ce que tu veux, c'est le bien. Mais le moyen de l'atteindre, c'est le mal.
Toi, tu veux avoir un beau corps. Je te dis, il faut soulever la fonte pendant 10 ans. Tu dis, non, non, c'est beaucoup. Toi, tu dis, je voudrais être médecin. Bon, bah, c'est 10 ans. 10 ans. Alors, moi, je vais faire une blague, je vais aller chez le mec, je vais vous marquer médecin. D'accord, vous marquez, je sais pas moi, diplômé, licencié de toutes les facs, d'accord. Non, tu veux être médecin, c'est 10 ans. Maintenant, ce qui te dérange, c'est les 10 ans. Mais c'est les 10 ans qui font de toi un médecin. Vous me suivez ou non? Tu veux un couple Béchalom Baït, c'est 10 ans de travail. 10 ans. 10 ans de remise en cause, 10 ans de communication, 10 ans de bonté, 10 ans de reconnaissance, 10 ans de dialogue, 10 ans d'intimité épanouie. Moi, je voudrais un truc facile, moi, genre tu plug and play, tu vois, tu l'épouses, tu la branches, hop, elle imprime. C'est pas comme ça la femme. La femme, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. On le dit, ma très chère femme. Très chère. Quelqu'un, il m'a dit, mais pourquoi une femme, ça coûte tellement cher? J'ai dit, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. C'est vrai, tu lui amènes le diamant, tu lui amènes le bracelet, tu lui amènes le collier, tu lui amènes la maison, tu lui amènes la cuisine à 40 000 euros. Ah, c'est parler aux femmes, toi. Tu l'amènes dans un taudis, tu lui dis les maranachins. Le guéridam, c'est pour plus tard, ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, tu dois accepter que le bien et le mal, ils font partie du même projet. Ça va? Mais pas le mal dans le sens mal qui amène du mal, qui amène la touma, qui amène les tzara, qui amène la... Non, le mal, c'est-à-dire ce qui te dérange. Ouais. Le bien, ce qui t'intéresse. Maintenant, quand tu as compris que le chemin d'accessibilité à ce qui t'intéresse, c'est le fait que tu as sublimé ce qui te dérange, donc du coup, tu vois que tout est tov. C'est ça aussi, Gamzou, les tova. C'est tov. Ouais. Comme le kiné, il va te le dire, il est là. Ouais. Donc, tu as le pied tordu. Le mec, il dit, on va faire des séances. Tu dis, mais ça fait mal. Puis, tu peux rester avec le pied tordu. Tu vas faire des séances. Mais ça fait mal. D'accord. Mais tu as le pied droit. C'est comme tu veux. Tu dis, on ne pourrait pas avoir le pied droit sans faire la kiné. Bah, c'est pas moi qui t'a cassé la jambe. Toute la vie, c'est comme ça. Tu veux des enfants éduqués, il faut les éduquer. Non, mais ils sont à l'école juive. Grâce à Dieu, il est devenu dealer à Neuilly. Ouais. Non, l'éducation, c'est pas l'école. L'éducation, elle donne la connaissance. L'éducation, c'est à la maison. Il faut l'éduquer. Enlève ton doigt de ton nez, travaille, sois sérieux, range ta chambre. Tu soutiens ta soeur, tu protèges ton frère, tu lui expliques, tu te mets avec lui, tu t'assois. Ben, vous dormez dans la même chambre. Ouais, mais il pleure. Eh ben, il pleure, mais c'est ton frère. Tout ça, c'est du chinour. Ça veut dire que tu lui donnes les armes pour pouvoir ensuite traverser la banquise de la vie. Où tu dis non, chacun sa chambre, puis chacun il est égoïste, et chacun qui crève et qui s'étouffe. Après tu dis c'est bizarre. Non seulement ils ne se parlent plus entre eux depuis qu'ils sont mariés, mais en plus de ça ils ne m'appellent jamais. Bah, pourquoi tu vas parler à une machine à sous? Tu aurais l'air de quoi? Donc tu vois que le gosse, il n'est pas mechounar, il n'est pas éduqué, donc il n'est pas complet. Donc il est incomplet. Bon, j'ai vu ou non? Donc ça veut dire que il y a la réalité, c'est ce que tu vois, et il y a le potentiel, et il y a l'avenir qui ne se voit pas. Maintenant, comment on appelle la relation avec ce qui ne se voit pas? On l'appelle la croyance. La relation avec ce qui se voit, on appelle ça la vision. Et comment on appelle la relation avec ce qui ne se voit pas? On appelle la croyance. Donc ce que je vois, je le vois, ce que je ne vois pas, je le crois. Il y a des gens qui ne croient que ce qu'ils voient. Bon, embêtés, ils sont très embêtés. Ben oui, parce que la croyance, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que quand tu ne crois pas à ce que tu ne vois pas, donc tout ce que tu ne vois pas n'existe pas. Mais non seulement il faut croire à ce que tu ne vois pas, mais il faut en plus être capable de s'impliquer avec la même intensité que tu t'investis dans ce que tu vois. Par exemple, l'avenir, tu ne le vois pas. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, il n'y en a pas. Le potentiel de l'enfant, il faut y croire.
L'école, elle dit, bon, vous savez, votre gosse, il est un peu attardé, il est un peu DTH, il est un peu baba, tu dis, écoutez, moi, je suis le parent, vous faites votre rôle d'école, moi, je fais mon rôle de parent. Moi, j'y crois, moi, je vais me battre à faire du truc, il va faire de la psycho, il va faire de l'hypnose, il va faire de l'encouragement, il va faire du sport, il va... Et grâce à Dieu, voilà, le mec, il est là, il est épanoui, il est grandi, il est marié. Alors, où il est le malade mental? Maintenant, c'est vrai qu'il y avait une situation, c'est vrai qu'il y avait des manques. Mais moi, je me suis battu parce que j'ai compris que c'est mon épreuve à moi et le bon Dieu me l'a envoyé à moi. Donc moi, maintenant, je dois l'aider à combler les manques dont il a hérité génétiquement de moi. Et je les connais les manques puisqu'ils viennent de chez moi. Mais quand moi, je vais me battre pour lui, bizarrement, le fait de l'aider à combler ses manques, bizarrement, ça comble les miens. Donc la thérapie des parents, c'est les enfants. Où je vais continuer à dire, non, c'est la faute à toi, voilà, c'est voilà, ta sale race pourrie, voilà. Ça, c'est les gènes de tes parents, ça. Voilà. Écoute, d'abord, ils ont pris les enveloppes le soir du mariage. Donc, tu peux continuer à faire un transfert de culpabilité et d'éviter le principal projet de la vie, qui est de devenir Adam Tov, un homme complet. Maintenant, toi, tu vas être complété par ta femme elle va être complétée par toi. Vous deux, vous allez compléter le couple. Ensuite, vous deux, en tant que parents, vous allez compléter les enfants. Les enfants, vous vous complétez à vous. Vous deux, vous allez aussi compléter vos parents et vos beaux-parents, d'accord? Après, vous allez compléter votre famille. Après, vous allez compléter votre entourage. Après, vous allez compléter votre communauté. On passe notre vie à fabriquer du Tov. C'est ça, Ma'asim Tovim, c'est ça, Olam Shekulo Tov. Maintenant, quand tu es devenu complet, en vérité, tu es apte au Olam Haba. Quand tu es incomplet, ça veut dire que tu vis encore avec tes manques. Alors, vous savez comment on les appelle les manques? Après la mort, l'enfer. C'est ça l'enfer. Les gens, ils imaginent des flammes, on leur arrache les ongles, on leur crève les yeux, on leur impose le visage de leur mère. Non. Pas exagéré non plus. Même les nazis n'ont pas inventé ça, ouais. Non, le Gehinam, il s'appelle dans le langage des Chachamim Olam Achisaron, le monde du manque. Ça va? C'est que chacun il peut connaître son enfer. Ça, mais les gens me demandent à ma mère, vous êtes quelqu'un de cartésien, vous êtes quelqu'un de logique, vous croyez franchement à l'enfer? Je dis bien sûr, regarde le drogué. Tu mets dans une pièce capitonnée, il n'y a pas de drogue. Qu'est-ce qui vit? L'enfer. Tu prends le coléreux, ouais, qui est devant le videur de la boîte de nuit, Mouloud, qui fait 2,14 m et 124 kg, que des muscles. Il est frustré, le coléreux, de ne pas pouvoir l'envoyer. Il est poli, Mouloud. Il fait 70 cm de plus. Il dit, vous avez un problème. Vous me regardez bizarrement. Oh. Il sait, Mouloud, que la femme du mec, elle va prendre ce soir. Parce qu'il va se défouler. C'est ses gosses. Pourquoi? Parce qu'il est frustré. Frustré, c'est quoi? Il est manquant. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que toute sa vie, si on ne gère pas ses manques, on les subit. Si on est mature, on les fait subir si on est immature. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'es pas Tov. Maintenant, vous allez dire, oui, mais encore une fois, c'est pas évident. Dans la vie, il y a des situations. Eh bien, c'est ça la question. Là, cette question, c'est étape 1, question-réponse, Tov. Étape 2, question-réponse. Et étape 3, question-réponse. Toute la vie, c'est ça. C'est que tu vas être l'homme de la situation, tu vas être Omed Benissayon, tu vas être Midgaber, ouais, sur l'épreuve, et tu vas sortir grandi. Ou non. Ou tu vas passer ta vie à légitimer. Oui, en fait, je suis mal dans ma peau parce que mon père m'a pas allaité, ma mère m'a pas donné assez d'amour, le rav il m'a écœuré de la religion, le cochon c'est bon, on m'empêche d'en manger, on m'empêche d'aller dans les églises, c'est pour ça que je me sens que je suis rempli de Dieu, elle m'a les... Regarde si tu me regardes. Je te dis, tu sais que c'est un sourd. Il m'a dit, j'ai su. Je lui ai dit, mais t'es naze. Arrête. Il m'a dit, j'ai su, le naze. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire encore un troisième niveau, ou quatrième, je ne sais plus, j'ai arrêté de compter. Ouais. Que Tov,
c'est une vision complète. C'est-à-dire que plus tu prends du recul dans la vie, plus tu te rends compte qu'en vérité, ce que tu considérais comme du mauvais, c'était du bon. Des fois, c'est à court terme. Bon, tu as crevé un pneu, tu as raté l'avion. Mais tu allais pour signer un deal à 1 milliard en Chine. Tu dis, mais j'ai raté l'avion. Bon. D'un autre côté, l'avion s'est écrasé. Bon. Donc ça t'a sauvé la vie. Maintenant, il y a des cons qui vont dire, oui, mais quand même, j'ai raté l'avion. J'ai raté un deal. Le bon Dieu, il aurait pu faire que j'ai le deal et je rate pas l'avion. Mais après, si tu n'avais pas raté l'avion, il n'y aurait pas de deal. Ou à titre posthume. D'accord? Bon. Tu as crevé un pneu. Ok. Bon. La fille, elle s'est arrêtée. Tu me dis, oui, mais j'ai crevé un pneu. Ok, mais tu l'as épousé. Tu as eu 14 enfants, grâce à Dieu. Vous avez 150 petits-enfants. Tous des tzadikim. Bon. Heureusement que tu as crevé un pneu. Et c'est ça l'idée. Ça ne s'arrêtera jamais. Moi, j'ai un copain à moi. Son fils, il a une péritonite. C'est ce que c'est une péritonite? Il a une crise d'appendicite, mais tellement grave que la personne, elle peut mourir. Parce que si ça éclate à l'intérieur, la personne, elle fait une hémorragie interne, elle est morte. Maintenant, il l'a emmené en urgence à l'hôpital. Il m'a raconté, hein, il était dans la salle d'opération. Il a dit, quand le gars, il a incisé, l'appendicite, elle a sauté, elle est sortie du corps. C'était une appendicite d'origine grenouille. Ouais. Tu dis, mais c'est horrible. Le mec, il a 9 ans, il fait une péritonite, il a failli mourir. C'est quoi cette épreuve? Mais le chirurgien, quand il a enlevé l'appendicite, il a vu une tumeur derrière. Elle était petite. Il a sauvé le petit. Il serait revenu dans 15 ans avec quoi? Le pamplemousse. Parce que c'est un gosse qui se plaint pas. Il aurait dit, j'ai un peu mal au ventre, mais c'est pas grave. Sa mère lui a dit, prends un camol. Alors qu'il avait une tumeur. Si tu as de l'humour, bon, tu meurs de rire. Mais si tu n'en as pas. Donc tu dis, Baruch Hashem qu'il a eu la péritonite. Ton fils, il était dans une école extraordinaire. Tu t'es tué pour qu'il rentre. Tu es devenu un GD, ce qu'on appelle un gros donateur. Manque de peau, là-bas, le principal, c'était l'ex de ta femme. Il a dit, je vais me venger sur le petit. Il a fait renvoyer de l'école. Maintenant, il y a une autre école, elle est pourrie. Mais elle est pourrie. Maintenant, le prof de la classe de ton fils, c'est un malade mental, c'est un psychopathe, c'est un dangereux. Il cassait l'enfant, il le castrait, il lui parlait mal, t'es nul, t'es gros, t'es moche, tu feras rien de ta vie. Le gosse, il s'est bouffé les ongles jusqu'au coude. Et toi, tu dis, non, non, il faut suivre le prof, il faut écouter le prof, c'est le prof qui a raison, c'est toi qui es malade, c'est toi qui es pas bien, c'est toi qui dois travailler. Bon. Le gosse, maintenant, il est renvoyé. Il y a une autre école, mais elle est pourrie. Mais elle est pourrie. C'est vraiment le modèle. Ils ont gardé toutes les khalas du monde, ils les ont mis dans cette école. Et la classe où l'enfant il doit être admis, d'après son âge, bon, elle est tenue par un prof. Et ce prof, c'est un génie de la pédagogie. C'est le seul bon de toute l'école. Toute l'école est pourrie. Mais... Donc la mort dans l'âme, tu mets ton gosse là-bas. Du coup, le prof, il prend ton gosse. Il lui apprend l'amour de l'école, il lui apprend l'amour de la vie. Jusqu'à aujourd'hui, il a 45 ans, il dit, il m'a sauvé la vie, ce gars-là. Ouais. Donc, en fin de compte, Baruch Hashem qu'il a été renvoyé de l'école, ton fils. Parce que toi, jamais tu l'aurais mis dans cette école. La seule manière, c'est qu'il soit renvoyé. Vous me suivez ou non? Mais pour qu'il soit renvoyé, il fallait qu'il tombe sur un prof cinglé. Donc, c'était une très bonne école. Mais le prof, il est cinglé. Tu l'as mis dans une école pourrie. Mais le prof, il est magnifique. Qui c'est qui peut organiser ça si ce n'est pas le bon Dieu? Alors, malheureusement, tu ne peux voir le bien que quand tu prends la globalité de la situation. Comme la Megillah, les événements, et à la fin, la Yeshua. Mais dans la vie, c'est pareil, la vie, c'est une Megillah. Si tu réfléchis bien, si tu vois l'enchaînement des événements, tu dis, je suis malin dans le business, je suis malin. T'es malin de quoi? Tu as ouvert une société, tu as été voir le fournisseur. Le mec, il dit, vous appelez comment? Abitbol. Ah, vous savez, je suis pied noir. Mon instituteur, il s'appelait Abitbol. Maintenant, rien à voir avec ta famille. Le mec, il dit, bah, vous savez quoi? La première ligne de crédit, je vous la fais. Je vous la laisse. Allez, démarrez, ça vous portera bonheur. Mais dis-moi, comment le bon Dieu, il a envoyé un instituteur qui s'appelle Abitbol. Ouais, enfin, un instituteur qui avait un élève qui s'appelait Abitbol, et ton grand-père, il s'appelle Abitbol, ton père, il s'appelle Abitbol, tu t'appelles Abitbol, et le fournisseur, parce que tu as prononcé le mot Abitbol, il t'a donné la marchandise sans aucune lettre, sans aucun frais. Toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Comment tu as trouvé le local? Bah, tu marches dans la rue, le mec, il met l'affiche, tu dis, ah, c'est pour moi.
5 minutes après, il y a un autre mec qui l'aurait pris. Toute la vie. La fille, elle est là. Elle est gentille, elle est mignonne, elle est belle. Et tu lui plais, ce qui est un miracle. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le difficile. Ah, je ne vais pas me marier avec la première, je n'ai pas encore vécu, je n'ai pas encore profité. Bon, grâce à Dieu, tu ne l'as pas épousée. Bon, tu as vu tous les ploucs de Paris. Maintenant, tu t'es marié avec un pou. On dit quoi? C'est pour ça que tu as sacrifié les autres. Et l'autre, tu la vois mariée, grâce à Dieu, resplendissante, une lumière dans sa famille, dans sa communauté. Tu dis, je crois que j'ai fait une connerie. Toute la vie, c'est ça. La vie, c'est des mains qui sont tendues qu'il faut attraper. La vie, c'est des opportunités. Maintenant, des fois, l'opportunité, elle est, tu rencontres un rave qui va t'aider, et des fois, tu rencontres un rave qui te met la tréha. Et tu peux grandir. Des fois, tu rencontres un mentor qui va te former, et des fois, tu vas avoir la gava de dire, j'ai besoin de personne. Toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, encore une fois, tu ne peux profiter, optimiser et développer que parce que la réalité était difficile, mais la projection, elle est magnifique. Donc, c'est la différence entre Yaakov, qui a été capable de voir, enfin, au contraire, Rabbi Akiba, qui a été voir le long terme. Ouais. Donc, l'autre, il a vu le potentiel de l'enfant, l'autre, il a vu le potentiel du magasin, l'autre, il a vu le potentiel du produit, ouais. Et l'autre, il a regardé la réalité. Hein, il a dit, bah, c'est un téléphone. L'autre, il a dit non. On va faire un truc qui donne la bourse, qui donne la température. Vous savez, ils ont dit, comment il s'appelle ce Steve-là qui a bien fait son job? Il a dit, mais comment vous avez fait le iPhone? Ouais. Il a dit, tous les jours, je le regardais comme si je ne l'avais jamais vu. Ça va? Donc tous les jours, il avait une nouvelle idée. Quand tu as 4000 personnes qui travaillent pour toi, ça peut aller très vite. Ou alors tu dis, bah, c'est un téléphone, c'est un frigo, c'est un frigo. C'est une voiture, en vérité, c'est marqué dans la Torah. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim etzavecha hayom al levavecha. Sheyu divrei Torah mechudashim lefanecha keyom harishon. Tu dois les regarder tous les jours comme si c'était la première fois. Im shamoa tishma. Tu as fait cette Gemara déjà. Tu l'as déjà fait. Tu la regardes. Tu as déjà lu la paracha de l'année dernière. Tu la relis. Et tu trouves des questions, et tu trouves des chidushim, et tu trouves des enseignements. Tu dis, mais c'est de la folie, pourtant c'est la même que l'année dernière. Oui, mais toi, tu as changé. Tu as un regard nouveau. La femme, c'est pareil, le mari, c'est pareil. Il est venu chez moi, il m'a dit, ah, mais Chétrit, la vérité, bon, on va être objectif. Quand il commence comme ça, je sais que ça va mal se terminer. Il m'a dit, bon, écoutez, il y a un phénomène. Bon, elle a vieilli, elle a grossi. Bon, la chute des valeurs boursières n'est pas qu'un phénomène financier, tout va vers le bas. Et puis, il y a la routine. D'accord? Et puis on n'a pas les mêmes appétits, et puis on a... Alors est-ce qu'on doit se forcer? Est-ce qu'on doit mourir? Est-ce qu'on doit laisser s'éteindre les papillons? Si la passion nous a quittés, est-ce qu'il faut forcer les choses? Est-ce qu'il faut attendre le mariage ou la mort des enfants? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, écoute, tu as deux solutions. C'est une femme, elle t'a donné sa jeunesse, elle t'a donné sa vie, elle t'a donné sa beauté. Elle t'a donné des enfants, elle t'a fait tes lessives, elle t'a tenu ta maison, elle a supporté ta mère, c'est un phénomène. Tu as deux solutions. Soit tu la regardes comme le premier jour, soit tu la regardes comme le dernier jour. Il m'a dit, mais ça veut rien dire. Ouf, il me fatigue quand il croit que le cerveau est une excroissance de l'estomac. Vous savez, moi j'ai 64 ans, je réfléchis depuis l'âge de 12 ans. Vous croyez que je vais dire une bêtise à mon âge? Toi, réfléchis-toi. Donc, je lui dis, voilà, imagine, leur allez-nous simsilez-nous, tu es chez l'oncologue, le cancérologue. Et le médecin, il te dit, écoutez, on a reçu les résultats de la biopsie, madame, si vous pouvez sortir. Il dit au mari, bah, écoutez, il lui reste 24 heures. 24 heures. Les métastases sont partout, c'est fini. Alors, toi, t'entends ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, bon, je m'inscris sur Tinder, salaud. D'accord. Non. Tu dis, bah, je sais pas, je vais la faire kiffer, je vais la faire profiter, je vais l'emmener à New York, je vais louer un avion privé, on va aller au Baléares, je sais pas, on va aller aux Maldives, on va aller courir sur une plage, C'est les derniers jours, c'est les derniers jours. Voilà. Donc,
tu peux la regarder comme si c'est le dernier jour. Je dis, mais attendez, mais c'est un peu morbide quand même votre exemple. Je dis, sinon tu la regardes comme le premier jour. Je dis, mais on ne peut pas la regarder tous les jours comme le premier jour. C'est dans la tête tout ça. Comme un bébé, c'est ton bébé, c'est ton fils. Oui, mais il m'a déçu, mais il a fait des bêtises, mais il n'a pas choisi la fille que je voulais, mais il n'a pas fait les études que je voulais. C'est ton bébé, c'est ton bébé. Bah, tu dis, mais franchement, je suis déçu. Quoi, c'est un produit, c'est une prestation, c'est un personnel, c'est quoi? C'est un bébé, c'est ton fils. Qu'est-ce que je te dis, c'est ton fils. Une fois, un vieux monsieur comme ça, il m'a fait de la peine, il est venu comme ça, tout fripé, plein d'arthrose, les mains déformées. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, est-ce que j'ai le droit de tuer mon fils? Bah, après, je dis, a priori, c'est une mitzvah. Je dis, pourquoi vous dites ça? Monsieur Ben Chetrit, moi, je suis arrivé de Tunis en 54. Toute ma vie, j'étais pompiste. J'ai gagné centime par centime, toujours au black. J'étais l'hiver, l'été, la pluie. Regardez mes doigts, toute l'arthrose, l'essence, des centimes par centime, j'ai gardé. J'ai gagné, j'ai réussi à économiser 72 000 euros. Toute ma retraite, elle est là. Je ne pourrai plus travailler bientôt. Je vais partir. Voilà ce qui me reste. Je dis, c'est quoi votre problème? Il me dit, mon fils de 21 ans, il a tout pris, il a joué au poker, il a perdu en un soir. Il dit, est-ce que j'ai le droit de le tuer? C'est une histoire vraie. Hein. Je dis, mais dans l'absolu, oui. Il vous a foutu votre vie en l'air. Il m'a dit, mais je peux pas. Je pose la question, mais c'est mon fils. Qu'est-ce que je vais faire? C'est mon fils. Vous suivez ou non? Bah, toute la vie, c'est pareil. Bah, c'est mon mari. C'est ma femme. C'est mes parents. Alors, je vois les gens, ils s'engueulent. Ouais, mon père, ouais, bon, les nerfs, les trucs, l'égoïsme. De toute façon, il l'a fait pour moi. Nos parents, au pire, ils étaient maladroits. Ouais, mais c'est quand même les parents. Donc, dis merci. Ah, j'arrive pas à dire merci. Alors, meurs. Je te dis. Moi, je vois des gens, ils me disent, oui, mais ma maman, elle est malade. Je suis le seul à pouvoir m'occuper. Tous les autres frères et sœurs, ils sont occupés. Je dis, mais le bon Dieu, il t'a donné une opportunité de rendre un petit peu du bien que tu as reçu. Dis merci, au lieu de te plaindre, de râler. Oui. Il n'y a pas très longtemps, je l'ai raconté plusieurs fois, cette histoire, elle est de fou. Un gars, il me dit, voilà, ma mère est Alzheimer, elle ne me reconnaît pas. Donc, est-ce que j'ai une mitzvah de la visiter? Puisque de toute façon, quand j'arrive, elle m'appelle Félix, alors que je m'appelle Margot. Donc, est-ce que j'ai encore une mitzvah de respect des parents, puisqu'elle ne me reconnaît pas? C'est une question, non? Oui, non? Je ne comprends même pas ta question. Je ne sais même pas quel orifice tu as utilisé pour faire le bruit que tu n'as pas dit la parole. Il me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Je lui dis, mais JH2, jeune Khmar au carré, quand tu étais bébé, tu faisais pipi sur toi, tu faisais caca sur toi, tu pleurais toute la journée, tu avais du reflux, ouais. Ta mère et ton père, ils auraient pu dire, bon, celui-là, on l'a raté. On va trouver un sac à la taille. Tant qu'on n'a pas été à la mairie, il n'est pas né. Il n'est pas né, il n'est pas mort, comme le poisson. Il n'est pas né. Bon. Ils ont dit, non, c'est pas grave, on le garde. Mais qu'il a 12 frères et sœurs, on va s'occuper de lui. Mais la vérité, quand tu étais bébé, tu étais Alzheimer. Maintenant, ta mère, elle est Alzheimer. Ok, c'est vrai. Mais toi, tu vas, tu lui tiens la main, tu passes du temps avec elle, tu lui donnes la compote à la cuillère, tu sais qu'elle adore la compote. Et tu passes l'après-midi. Tu dis, mais je perds du temps. On aura tous du temps bientôt. C'est des endroits qui sont réservés pour les gens fatigués. C'est marqué ici repose, ici repose. Ici, tu vas te reposer, Abel. Mais là, tu as l'occasion. Là, c'est pareil, tu as une femme, elle t'a fait 6 enfants. C'est fini, arrête de râler. Ouais, mais c'est pas évident, son caractère, et ta gueule à toi. La Marie, il se part du matin jusqu'au soir pour votre confort, pour votre bien-être, pour amener la Torah dans la maison. Ne râlez pas. Il dit, ouais, mais c'est pas évident, non, j'aurais voulu ça, j'aurais voulu. Attendez qu'il meure, vous allez voir comment, vous allez voir comme un sadique, parce qu'Acharemot Kedushim, après la mort, tout le monde est kadosh. Ouais. Alors n'attendez pas de perdre la personne pour comprendre la valeur. Soyez un peu malin ou mature. Oui, ben dans la vie, c'est pareil. Les gens, ils attendent que les enfants ils partent de la maison. Ils disent, ah, j'aurais dû lui parler, j'aurais dû lui dire. Mais il est là, devant toi. Tu le prends dans tes bras, tu lui dis que tu l'aimes.
tu passes du temps avec lui, tu épluches les patates, tu vas le balader, tu fais du foot, tu étudies une Mishnah. Il est là, profite, il est là. Fais ton travail de père, de mère. Les parents, les grands-parents, tout. T'as un rave, voilà, t'as un rave extraordinaire. Chaque minute que tu peux passer avec lui, c'est des milliards. J'ai dit, oui, vous comprenez, on est tous occupés. Mais où tu vas trouver? Tu as la Hirat Shamaim vivante devant toi. Voilà, on va aussi dédier les Louis Nishmato de Rabbi Shimon Ben Eliaou, Veïza. C'était mardi, c'était là. Voilà, Baruch Hashem. C'était mon premier rave de Gemara. Très très grand Hirat Shamaim, Rav Shimon Daron. Vous l'avez connu? Non? C'est grâce à lui que vous avez mangé caché pendant des années de la viande du consistoire. En tout cas, on a compris maintenant que c'est très très important et que c'est pas une chose c'est pas parce que vous avez écouté la conférence ou que vous avez compris la conférence que vous avez intégré la conférence. Ouais, maintenant il va falloir à peu près 6-7 ans de travail pour intégrer. Vous savez, avec ma femme, Zichron Bracha, on a travaillé sur la notion de oui sans le mais. Vous savez, tout le monde dit oui, mais. Oui, mais. Ouais. 8 ans. C'est beaucoup 8 ans. Moi, un quart d'heure, un curé, je le rends rabbin. Je mets 14 secondes à préparer une conférence que vous allez avoir mal à la tête pendant 4 jours. Et on a pris 8 ans. Ça veut dire que comprendre, ça prend des secondes. Mais devenir, ça prend des années. Donc si vous êtes un peu malin, ouais, c'est bien, vous êtes venu au cours, quand la cavote, je suis fier de vous. Mais il faut travailler. Il n'y a pas de miracle. Ça, j'ai jamais compris ça. Pourquoi les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Les midotes, il faut les travailler. Le couple, il faut le travailler. Les enfants, il faut les éduquer. Le business, pour faire du kasher, il faut se casser la tête. Pour faire du taref, c'est facile. C'est facile, il y aura toujours des gens à ouvrir. Là, il y a des clients, ils les ont tellement ouverts qu'ils leur ont mis carrément une fermeture éclair. Ils l'ont ouvert pour les panneaux roulants, ils l'ont ouvert pour la clim, ils l'ont ouvert pour l'isolation. Enfin, ils n'arrêtent pas de les ouvrir. Donc, ce que je souhaite, les attachés, que chacun d'entre vous, il prenne sur lui, en tant que couple, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que bon juif, prendre sur soi de faire des efforts. Parce que la prière, d'essayer de faire l'effort, c'est déjà un effort. Et l'effort rend fort. Comme si vous, non. Alors que si vous dites, bon, bah écoutez, la soirée était sympa, bah, il était marrant, eh bien, pas très classique, mais il est bien. Mais vous ne comprenez pas qu'en vérité, ça, c'est les starting blocks. Ça, c'est les baskets. Tu as acheté les baskets. Tu n'es pas encore champion d'athlétisme, mais tu as les baskets. Les mecs qui croient qu'ils ont acheté les baskets, ça y est, c'est bon. C'est Nike. Non. C'est pour ça que je vous encourage à travailler. C'est pour ça qu'on amène ces outils-là. Moi, je sais que vous les connaissez, vous les avez. Mais je suis très choqué quand je vais chez des gens et je vois mes livres et qui sont tout neufs. Je rappelle que ce n'est pas des mésozotes. Il faut les lire. Maintenant, j'ai des psychologues, des psychanalystes, des juifs, des goïms, des rosh kolénim, qui ont écrit 3 ou 4 classeurs de commentaires sur le livre. Ouais, il y en a un, c'est un talmide de Rav Ventrobe. Bon, si vous avez connu, c'est un très grand Mekoubal, qui habite à Bnei Brak. Et un de ses élèves, à lui, qui a fait 30 ans au Kollel Hazonish, il m'a dit, mais si ton livre, tu le mets à Pognovitch, ça va être une révolution. Mais encore une fois, c'est un livre de travail. Donc si un jour, ça vous prend, si vous l'avez déjà, de travailler, ou si vous ne l'avez pas, de l'acheter ce soir, mais après, il faut lire page par page, ligne par ligne, d'accord? Et vraiment, c'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez des petits exercices. Mais étant donné que je me suis rendu compte que le livre était trop dense, parce que malheureusement, mes cours, ils sont très très denses. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de reprendre le cours dans 2 ou 3 jours et de prendre des notes, même d'écrire carrément mot à mot, évidemment en évitant les blagues, bien que les blagues font partie de l'enseignement, vous allez vous rendre compte de la masse d'informations. Moi, j'ai des psychologues, goy, qui me disent avec une phrase, je peux écrire un bouquin. Bon, c'est la différence entre la confiture et la culture. Ouais.
Donc c'est pour ça qu'il y a une madame, Adida, elle a fait ce cahier pratique. D'accord? Et ce cahier, en vérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'on appelle le séquençage. Moi, je ne sais pas faire ça. J'ai parlé avec des psys, avec des coachs, j'ai dit, écoute, apprenez-moi, parce que moi, je donne la falaise, mais je ne sais pas donner l'escalier. Pour moi, c'est évident. Bon, je dis aux gens, bah, vous travaillez dessus, c'est tout. Vous prenez des notes, vous faites de l'auto-analyse, vous apprenez à vous connaître. Bon, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a fait. Ça veut dire que vous lisez un chapitre dans le livre, elle n'a pas fait sur tout le livre. Hein. Moi, elle a fait sur des choses qui sont importantes. Vous voyez, il y a des dessins, il y a des schémas. On l'a fait pour des débiles, donc a priori, ça fait... Calmez-vous. Donc, c'est valable pour tout le monde. Ouais. Et vous voyez, il y a des espaces. Ça veut dire que quand vous avez lu le chapitre, vous prenez le bouquin et vous travaillez dessus. Donc, en fait, ça vous accompagne parce que là, ça pose une question, il faut répondre à la question. Maintenant, quand vous répondez à la question, 1, bah, vous vérifiez que vous avez compris ce qui est marqué, et 2, ça vous permet d'intégrer ce que vous avez appris. Ça s'appelle devenir en français. Ouais. Maintenant, c'est très intéressant parce que j'ai des psys qui s'en servent. Ils me disent, écoutez, ça ne te dérange pas si on fait des ateliers de groupe sur la base du livre. C'est intéressant parce qu'ils prennent 80 € par personne, à 100 personnes. Tu as compris que j'attends toujours les royalties, mais tout est marqué. Donc voilà, ceux que ça intéresse, le livre, il est là. Et le troisième, si vous n'avez pas tous l'occasion d'étudier 17 ans de Yeshiva et de Kollel, et qu'il y a des notions très profondes, mais là c'est plus dans la Rouchaniout, ça c'est plus sur le travail sur soi, plus dans la Rouchaniout, d'accord, sur par exemple les différents noms divins, la différence entre Yudke, Vavke, Elohim, Kel, Eke, Ashereke, ce sont des noms divins, et aussi la notion du temps, qui est une notion très très abstraite. C'est le cours qui m'a demandé le plus de temps, j'ai mis 2 ans pour le faire. C'est très très abstrait le temps. C'est à l'occasion que je vous le ferai, mais c'est un cours très dur, mais là il faudra 3 heures. Hein. Et sur la notion de la providence, sur la notion de Mida, Keneged Mida. Encore une fois, vous allez dire, bon, mais franchement, j'ai pas la tête, puis en plus j'ai du retard sur Netflix, je comprends. Donc, il faut savoir une chose très importante, et après je vous laisse tranquille, c'est que on dit que le degré de perception que l'on aura de Dieu après la mort dépend du niveau de perception que l'on en a de son vivant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si ici, tu n'as rien compris, mais tu as été à la synagogue, hein, tu as fait les mitzvot, tu as fait Shabbat. Mais la vérité, tu n'as pas vraiment étudié, et même quand tu as étudié, tu n'as pas étudié en profondeur. Tu as juste tourné les pages pour t'aérer les yeux, parce que c'est marqué « Ve'aer enenu betoratecha ». Tu vas arriver là-haut, tu es perdu. Parce que je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant qu'un ange, il fait 4000 km sur 4000 km. Donc quand il va arriver, tu vas dire Hachem ou Elohim Asher. Non, c'est pas Dieu, c'est juste un ange. Donc pour arriver à percevoir un petit peu la divinité, il faut déjà dans ce monde-ci bien travailler dessus. Donc moi, ce que je conseille, c'est de travailler sur celui-là pendant la semaine, parce qu'il faut écrire, et celui-là pendant le Shabbat. Et dans 10 ans, on se reparle. Ça va ? Voilà, ils sont là, ils sont à disposition. Il y a une personne qui va les vendre. Ça coûte 100 shekels, ne commencez pas à discuter, mais vous pouvez les acheter sur Internet à 32 € pièce. Donc si vous êtes de la communauté, vous allez sentir la différence. Et celui-là, bon, déjà les 3, on ne les envoie jamais. Celui-là, il est impossible à trouver en Israël. Donc je vous conseille, sinon vous trouverez un copain en France qui pourra vous l'acheter. Voilà, et en plus, bien sûr, pour ceux qui veulent, je peux écrire une bracha à l'intérieur du livre. Parce que c'est très à la mode, les gens, ils veulent des brachot à la place des conseils. Mais qu'est-ce que je te dis? Dans conseil, Yassei. D'accord? Voilà. Chazak Obaro. N'applaudissez pas. C'est pas un spectacle. Gardez ça pour gage.